Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'île mystérieuse, écrit par Jules Verne. Boum, le gros pavé que voilà. C'est notre deuxième émission sur cette œuvre. Nous lirons ce soir, je pense, les chapitres 5 à 8, je pense. 4 chapitres comme la première fois, ça devrait le faire. Et du coup, comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à jeter un œil à la barre de lecture de la vidéo ainsi qu'à la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Les épisodes précédents et à venir sont disponibles dans la playlist Et si on lisait L'île mystérieuse, très facilement trouvable sur ma chaîne, via l'onglet playlist, via l'onglet recherche, que ce soit sur ma chaîne ou sur YouTube globalement, bref, je pense que c'est pas très dur à trouver. Voilou. Pour l'heure, comme d'habitude, nous sommes en live. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui sont là sur ce live ce soir. Bonsoir Miss Perrine, bonsoir Sarah Drew, bonsoir Charline, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci. Rejoins-nous sur YouTube, nous dit Sarah Drew. C'est vrai, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. N'hésitez pas, et inversement d'ailleurs, si vous venez sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur YouTube. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre, peu importe la plateforme. Bonsoir Algo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, ça me fait plaisir, je vois que je suis en bonne compagnie ce soir, encore une fois. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On a une grosse lecture devant nous, puisque voilà, on a fait le premier live mardi sur l'île mystérieuse, et on s'est rendu compte que ça allait devenir peut-être la plus longue des lectures que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, étant donné que le format étant un petit peu particulier, à savoir un énorme bousin illustré. Eh bien, au final, une page est beaucoup plus remplie qu'une page habituelle, on va dire d'un format plus poche ou classique, quoi. Ce qui fait que avec ces 600 pages, je crois qu'on va vraiment arriver, sur un contenu monumental. Je sais pas encore, hein, j'ai pas tranché comment j'allais gérer cette édition. Ça y est, j'arrive plus à parler. Je lis le chat en même temps et il y a les mots qui se mélangent à ce que je veux dire. Donc oui, j'ai pas encore décidé comment j'allais gérer cette lecture. Je pense qu'il est possible, il y a 3 parties. Il y a 3 parties dans l'œuvre. Je pense qu'il est possible que, entre les parties, soit je fasse une petite pause, soit j'interjecte comme ça une petite lecture un peu plus courte pour un petit peu se changer les idées. Mais je crois que je vais avoir du mal à faire les 3 parties d'une traite. Parce que si on fait les 3 parties d'une traite, j'estime qu'on en a pour quasiment 2 mois et demi non-stop sur cette lecture, à raison de 2 lives par semaine. Ça me paraît trop costaud. Ça me paraît trop costaud et je vous avoue que ça me donne pas spécialement envie. Même si j'accroche énormément à l'œuvre ou non d'ailleurs, je pense que même si ça devenait mon œuvre favorite, machin, je sais pas, j'aime assez difficilement me taper des lectures aussi longues. Donc bon, à voir. On va voir aussi selon mon appréciation au fur et à mesure du temps, je pense. Mais ouais, je crois que c'est un peu costaud de m'enchaîner tout ça en live. Donc on verra bien. On jugera en temps voulu. Ceci dit, il est clair que mon encyclopédie est une très belle édition. Franchement, j'aime beaucoup cette édition qui pèse beaucoup sur les bras pendant que je fais la lecture, mais j'essaie de trouver des solutions. Je la repose à moitié, je repose à moitié le bouquin sur mon bureau, à moitié sur mon appui-coude. D'ailleurs, je me suis dit à la rediffusion que lorsque je faisais ça, de le déposer devant moi en quelque sorte, j'avais tendance à beaucoup plus pencher la tête, et quand je penchais plus la tête, j'avais l'impression que le son était un petit peu moins bien restitué via le micro, parce que je ne parle pas directement vers le micro, entre guillemets.
Donc si à un moment vous sentez que vraiment, vraiment ma lecture, est «détériorée», techniquement parlant entre guillemets, n'hésitez pas à me faire un petit message dans le chat et j'essaierai de me redresser ou que sais-je. Mais ouais, j'aimerais bien que la lecture ne soit pas, ouais, dégradée à cause des moyens techniques, quoi, ça serait un peu dommage. Entre les parties, on se lit un petit Victor Hugo. Alors, tu sais quoi? Pas du tout. Mais alors vraiment pas, on va vraiment pas faire ça. Lire Jules Verne ou comment faire de la musculation tout en lisant. Mais franchement, c'est ouf, hein. Ça m'a halluciné la dernière fois, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à avoir mal à l'avant-bras, quoi, vraiment. Enfin, au bras. Je sais jamais, bras et avant-bras, c'est laquelle des deux parties du bras, bref. Mais vraiment, j'avais trop mal. J'étais tétanisé et ça m'a halluciné que ça ait cet impact-là. Mais bon. En effet, n'hésitez pas à crier dans le chat. En vrai, très très bonne méthode. Quand je vois des messages écrits en majuscules, en lettres capitales, je les repère beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment la chose à faire. C'est vraiment la chose à faire. Si un jour vous voyez sur mes chats qu'il y a un problème technique, qu'il y a quelque chose qui gêne le live et qu'il faut régler dans la minute, n'hésitez pas à spammer un message comme ça en capital, ça m'aidera beaucoup et je vous en remercierai déjà. Voilà, voilà. Le mec, il tient une encyclopédie en version intégrale à bout de bras, mais il comprend pas qu'il ait autant mal au bras. Mais franchement, je m'attendais pas, parce que, ok, c'est lourd, mais bon, ça va. Je suis pas non plus... je suis pas Musclor, voilà, ça, on est bien clair là-dessus. Je suis pas Schwarzy, mais bon, je me disais quand même, ça va pas me défoncer le bras, quoi. Enfin, bon, bref. Nous en étions donc arrêtés à 4 chapitres de la première partie. Je sais pas comment je vais faire mes phrases pour les timecodes d'ailleurs, vu qu'il y a des parties, des chapitres, parce que j'essaie d'améliorer ça, parce que des fois je me dis est-ce que c'est vraiment très clair ou pas, je sais pas. Bref, la dernière fois on s'était arrêté, il me semble, au moment où, grosso modo, le groupe s'était split, puisque on a le membre le plus important du groupe qui est porté disparu et qui est peut-être mort noyé à la mer. On a 2 personnes qui sont parties à sa recherche et 2 personnes qui ont commencé à plutôt faire les premiers, les premiers travaux, j'ai envie de dire, puisqu'ils sont en train d'installer un peu la maisonnée. La maisonnée, la mangeaille. J'ai peur de tousser. Normalement, j'ai aussi un mute pile quand j'ai toussé. Bref. Donc du coup, voilà, ils étaient en train de faire le camp, exactement, de se construire un peu ce qu'il fallait pour survivre en fait, hein, ce qu'il fallait pour survivre. Voilà où on s'en était arrêté. Et ma foi, je pense que je vais pas faire une intro trop longue puisque la fois passée, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas forcément grand chose à ajouter. J'ai juste envie de me relancer dans la lecture et de voir un peu où est-ce que ça va aller tout ça, tout simplement. Santé à tous et à toutes les amis. Et du coup, vu que, de souvenir, notre cher Jules Verne est assez régulier, peut-être d'ailleurs une... Ah, je viens de penser à ça. C'est peut-être une conséquence du fait que la publication de son œuvre a majoritairement été faite sous le format feuilleton. Donc c'est-à-dire publié au fur et à mesure du temps, chapitre par chapitre, dans des magazines, des journaux. C'est peut-être à cause de ça, du coup, que ces chapitres sont de taille assez régulière. Et du coup, je vous avoue que ça m'arrange. Comme ça, je sais que a priori, si on fait comme la dernière fois et qu'on lit 2 chapitres par 2 chapitres, on devrait être sur des rapports de temps lecture-pause qui sont plutôt, comment dire, usuels. Non, c'est pas ce que je cherche comme mot. Bref, qui sont plutôt, voilà, comme d'habitude, quoi. Habituel, mais c'est encore une fois pas le mot que je vais chercher par rapport à ce que je fais en général en live. Donc voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. 2 chapitres à chaque fois avant de faire des pauses, ça me paraît bien. Bonne écoute Sarah Drew, bonne écoute Charline, bonne écoute Miss Perry, Nalgo, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Hop. D'ailleurs, j'en profite puisque tout à l'heure j'ai parlé
en off avec Charline, je me suis souvenu que c'était le début des vacances pour certains d'entre vous. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'avoir des vacances. Et on est y part à dans quelques petites minutes pour la pause. Chapitre 5. Le premier soin de Pencroff, dès que le train de bois eut été déchargé, fut de rendre les cheminées habitables, en obstruant ceux des couloirs à travers lesquels s'établissaient les courants d'air. Du sable, des pierres, des branches entrelacées, de la terre mouillée bouchèrent hermétiquement les galeries de l'etc. Alors là, j'ai pas là. Attendez. On a un problème. Vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'il y avait un message pour dire qu'il y avait peut-être des problèmes dans l'édition et tout? Bah là, on a un problème. Du coup, je dois aller chercher le texte sur internet vite fait pour voir ce qui est vraiment écrit. Ah non, c'est chiant. Heureusement que c'est arrivé en début de live, comme ça je vais pouvoir relire depuis le début du chapitre. Mais c'est chiant. Donc du coup, c'est le début du chapitre 5 que je veux. Chapitre 4. Chapitre 5. Les galeries de... Bah non, c'est écrit exactement de la même manière. Alors du coup, je ne sais pas comment le dire. Parce qu'en gros, il y a le signe esperluette. Donc vous savez, le truc pour dire « et ». Et là, pour le coup, est-ce que je dois dire « etc. » Est-ce que je dois dire l'esperluette? Ça me semblerait très bizarre. Hmm. On nous dit que c'est juste... Enfin, je suis en train de chercher du coup s'il n'y a pas une prononciation que je ne connaîtrais pas de ce signe dans un texte, comme si c'était un mot réel, quoi. Ils nous disent « et », sauf que ils nous disent juste « et », et je sais pas comment prononcer ça. Parce que là, ça voudrait rien dire. Du sable, des pierres, des branches entrelacées, de la terre mouillée bouchèrent hermétiquement les galeries de lait. De L apostrophe esperluette. Attendez, je reviens. Des fois que les gens ne comprendraient pas ce qui se passe en rediffusion YouTube, voilà ce que j'ai. Je l'écris dans le chat. Voilà ce que j'ai sur mon bouquin. Vous allez le voir apparaître à côté de moi normalement. Donc j'ai vraiment L apostrophe esperluette. Alors, en gros, il disait que les cheminées avaient cette forme. C'est dans le texte de base. Ah, oui, j'ai la même version que toi, mais j'en ai une autre en e-pub, je regarde. C'est pour la forme des galeries, il les compare à ceux-là. Même chose dans ma deuxième version. Ok, mais du coup, s'il compare les galeries à cette forme-là, comment je prononce ce machin-là? À l'esperluette? J'imagine que je dis l'esperluette, du coup. Parce que du coup, c'est comparé au signe. Et le signe s'appelle esperluette. Donc à ce moment-là, ce serait comparé à l'esperluette. Enfin, à les galeries de l'esperluette. Je trouve ça chelou. Esperluette me semble bien. Bon, bah, on va faire ça alors. Hein. Je trouve ça giga chelou. C'est la première fois dans une lecture que j'ai un aussi gros blocage, j'avoue. Première fois dans une lecture que j'ai un aussi gros blocage sur la prononciation d'un mot. Parce que là, je vois vraiment pas ce que ça veut dire, quoi. Enfin, du coup, Sarah Drew nous donne la version. T'as une version, toi, qui atteste de ça, Sarah Drew? T'as une version qui te dit, je sais pas, avec une note ou un truc comme ça, que c'est pour dire la forme des galeries ressemble à ça? C'est étrange. Dans ma deuxième version, c'est écrit L apostrophe, parenthèse, 3 petits points, parenthèse. Ah ouais? C'est encore différent alors. Trop chelou. Ça me dérange. Parce que du coup, ça fait une intro à rallonge pour un petit truc sur lequel je vais me prendre la tête et me questionner pendant toute la lecture. Mais bon, tant pis. Faisons comme ça.
J'ai la version PDF, mais il n'y a pas de notes. Mais je me souviens qu'il comparait la dernière fois les galeries à cette forme-là. Ah! Ah! C'est vrai qu'on l'a déjà rencontré la fois dernière. Et je me demande si la fois dernière, j'ai pas dit etc. T'as sûrement raison, Sarah Drew. Ah, bah du coup, errata. Je sais pas si on dit errata ou erratum au singulier. Je sais plus. C'est un errata des erratum, je crois. Non, c'est un médium des médias. Donc ça doit être un erratum. Bref, du coup, erratum. Erratum. La dernière fois, il y a un moment dans le texte où j'ai dit etc. et c'était pas etc. C'était le signe esperluette. Du coup, j'avais pas compris à ce moment-là que c'était pour dire qu'il trouvait que l'auteur avait. Enfin, pour dire que l'auteur utilisait ça pour dire que les galeries avaient la forme d'un esperluette. J'avais pas compris ça, j'avoue. Donc du coup, merci pour ton expertise, Sarah Drew, pour ton attention. Et ok, je comprends un peu mieux. Même si je trouve ça toujours un peu farfelu d'utiliser ça comme ça, mais intéressant. Bref, reprenons. Reprenons. Ça a tout foutu en l'air. Le début de mon live est complètement raté. Bref. Bonne écoute, on est reparti. Je reprends à zéro du coup. Chapitre 5. Le premier soin de Pencroff, dès que le train de bois eut été déchargé, fut de rendre les cheminées habitables, en obstruant ceux des couloirs à travers lesquels s'établissait le courant d'air. Du sable, des pierres, des branches entrelacées, de la terre mouillée bouchèrent hermétiquement les galeries de l'esperluette, ouvertes au vent du sud, et en isolèrent la boucle supérieure. Un seul boyau, étroit et sinueux, qui s'ouvrait sur la partie latérale, fut aménagé, afin de conduire la fumée au dehors et de provoquer le tirage du foyer. Les cheminées se trouvaient ainsi divisées en 3 ou 4 chambres, si toutefois on peut donner ce nom à autant de tanières sombres dont un fauve se fût à peine contenté. Mais on y était au sec, et l'on pouvait s'y tenir debout, du moins dans la principale de ces chambres qui occupait le centre. Un sable fin en couvrait le sol, et, tout compte fait, on pouvait s'en arranger, en attendant mieux. Tout en travaillant, Harbert et Pencroff causaient. « Peut-être, disait Harbert, nos compagnons auront-ils trouvé une meilleure installation que la nôtre ?»« C'est possible, répondait le marin, mais dans le doute ne t'abstiens pas. Mieux vaut une corde de trop à son arc que pas du tout de corde. »« Ah !» répétait Harbert, « qu'il ramène Mr. Smith, qu'il le retrouve, et nous n'aurons plus qu'à remercier le ciel. »« Oui, » murmurait Pencroff. « C'était un homme, celui-là, et un vrai. »« C'était, » dit Harbert. « Est-ce que tu désespères de le revoir jamais ?»« Dieu m'en garde, » répondit le marin. Le travail d'appropriation fut rapidement exécuté, et Pencroff s'en déclara très satisfait. « Maintenant, dit-il, nos amis peuvent revenir, ils trouveront un abri suffisant. » Restait à établir le foyer et à préparer le repas. Besogne simple et facile en vérité. De larges pierres plates furent disposées au fond du premier couloir de gauche, à l'orifice de l'étroit boyau qui avait été réservé. Ce que la fumée je ne sais plus parler, excusez-moi. Ce que la fumée n'entraînerait pas de chaleur au dehors suffirait évidemment à maintenir une température convenable au dedans. La provision de bois fut emmagasinée dans l'une des chambres, et le marin plaça sur les pierres du foyer quelques bûches entremêlées de menus bois. Le marin s'occupait de ce travail, quand Harbert lui demanda s'il avait des allumettes. « Certainement, » répondit Pencroff. « Et j'ajouterais, heureusement, car sans allumettes ou sans amadou, nous serions fort embarrassés. »« Nous pourrions toujours faire du feu comme les sauvages, » répondit Harbert, « en frottant 2 morceaux de bois secs l'un contre l'autre. »« Eh bien, essayez, mon garçon, et nous verrons si vous arriverez à autre chose qu'à vous rompre les bras. » Cependant, c'est un procédé très simple et très usité dans les îles du Pacifique. « Je ne dis pas non, » répondit Pencroff, « mais il faut croire que les sauvages connaissent la manière de s'y prendre, ou qu'ils emploient un bois particulier, car plus d'une fois déjà j'ai voulu me procurer du feu de cette façon, et je n'ai jamais pu y parvenir. J'avoue donc que je préfère les allumettes. Où sont mes allumettes ?» Pencroff chercha dans sa veste la boîte qui ne le quittait jamais, car il était un fumeur acharné.
Il ne la trouva pas. Il fouilla les poches de son pantalon et, à sa stupéfaction profonde, il ne trouva point davantage la boîte en question. « Voilà qui est bête, et plus que bête, » dit-il en regardant Harbert. « Cette boîte sera tombée de ma poche et je l'ai perdue. Mais vous, Harbert, est-ce que vous n'avez rien, ni briquet, ni quoi que ce soit qui puisse servir à faire du feu ?»« Non, Pencroff. » Le marin sortit, suivi du jeune garçon, et se grattant le front avec vivacité. Sur le sable, dans les roches, près de la berge de la rivière, tous deux cherchèrent avec le plus grand soin, mais inutilement. La boîte était en cuivre et n'eût point échappé à leurs yeux. « Pencroff, » demanda Harbert, « n'as-tu pas jeté cette boîte hors de la nacelle ?»« Je m'en suis bien gardé, » répondit le marin. « Mais quand on a été secoué comme nous venons de l'être, un si mince objet peut avoir disparu. Ma pipe elle-même m'a bien quitté. Satanée boîte. Où peut-elle être ?»« Eh bien, la mer se retire, » dit Harbert. « Courons à l'endroit où nous avons pris terre. » Il était peu probable qu'on retrouvât cette boîte que les lames avaient dû rouler au milieu des galets, à marée haute, mais il était bon de tenir compte de cette circonstance. Harbert et Pencroff se dirigèrent rapidement vers le point où ils avaient atterri la veille, à 200 pas environ des cheminées. Là, au milieu des galets, dans le creux des roches, les recherches furent faites minutieusement. Résultat nul. Si la boîte était tombée en cet endroit, elle avait dû être entraînée par les flots. À mesure que la mer se retirait, le marin fouillait tous les interstices des roches, sans rien trouver. C'était une perte grave dans la circonstance et, pour le moment, irréparable. Pencroff ne cacha point son désappointement très vif. Son front s'était fortement plissé. Il ne prononçait pas une seule parole. Harbert voulut le consoler en faisant observer que, très probablement, les allumettes auraient été mouillées par l'eau de mer et qu'il eût été impossible de s'en servir. « Mais non, mon garçon, » répondit le marin. « Elles étaient dans une boîte en cuivre qui fermait bien. Et maintenant, comment faire ?»« Nous trouverons certainement moyen de nous procurer du feu, » dit Harbert. « Mr. Smith ou Mr. Spilett ne seront pas à court comme nous. »« Oui, » répondit Pencroff. « Mais en attendant, nous sommes sans feu, et nos compagnons ne trouveront qu'un triste repas à leur retour. »« Mais, » dit vivement Harbert, « il n'est pas possible qu'il n'ait ni amadou ni allumette. »« J'en doute, » répondit le marin en secouant la tête. « D'abord Nab et Mr. Smith ne fument pas, et je crains bien que Mr. Spilett n'ait plutôt conservé son carnet que sa boîte d'allumettes. » Harbert ne répondit pas. La perte de la boîte était évidemment un fait regrettable. Toutefois, le jeune garçon comptait bien que l'on se procurerait du feu d'une manière ou d'une autre. Pencroff, plus expérimenté, et bien qu'il ne fût point homme à s'embarrasser de peu ni de beaucoup, n'en jugeait pas ainsi. En tout cas, il n'y avait qu'un parti à prendre, attendre le retour de Nab et du reporter. Mais il fallait renoncer au repas d'œufs durcis qu'il voulait leur préparer, et le régime de chair crue ne lui semblait ni pour eux ni pour lui-même une perspective agréable. Avant de retourner aux cheminées, le marin et Harbert, dans le cas où le feu leur manquerait définitivement, firent une nouvelle récolte de lithodomes, et ils reprirent silencieusement le chemin de leur demeure. Pencroff, les yeux fixés à terre, cherchait toujours son introuvable boîte. Il remonta même la rive gauche de la rivière depuis son embouchure, jusqu'à l'angle où le train de bois avait été amarré. Il revint sur le plateau supérieur, il le parcourut en tous sens, il chercha dans les hautes herbes sur la lisière de la forêt, le tout vainement. Il était 5 heures du soir quand Harbert et lui rentrèrent aux cheminées. Inutile de dire que les couloirs furent fouillés jusque dans leurs plus sombres coins, et qu'il fallut y renoncer décidément. Vers 6 heures, au moment où le soleil disparaissait derrière les hautes terres de l'ouest, Harbert, qui allait et venait sur la grève, signala le retour de Nab et de Gédéon Spilett. Il revenait seul. Le jeune garçon éprouva un inexprimable serrement de cœur. Le marin ne s'était point trompé dans ses pressentiments. L'ingénieur Cyrus Smith n'avait pu être retrouvé. Le reporter, en arrivant, s'assit sur une roche, sans mot dire. Épuisé de fatigue, mourant de faim, il n'avait pas la force de prononcer une parole. Quant à Nab, ses yeux rougis prouvaient combien il avait pleuré, et de nouvelles larmes qu'il ne put retenir dirent trop clairement qu'il avait perdu tout espoir. Le reporter fit le récit des recherches tentées pour retrouver Cyrus Smith. Nab et lui avaient parcouru la côte sur un espace de plus de 8 miles, et par conséquent bien au-delà du point où s'était effectuée l'avant-dernière chute du ballon, chute qui avait été suivie de la disparition de l'ingénieur et du chien Top. La grève était déserte. Nulle trace, nulle empreinte.
Pas un caillou fraîchement retourné, pas un indice sur le sable, pas une marque d'un pied humain sur toute cette partie du littoral. Il était évident qu'aucun habitant ne fréquentait cette portion de la côte. La mer était aussi déserte que le rivage, et c'était là, à quelques centaines de pieds de la côte, que l'ingénieur avait trouvé son tombeau. En ce moment, Nab se leva et d'une voix qui dénotait combien les sentiments d'espoir résistaient en lui. « Non !» s'écria-t-il. « Non, il n'est pas mort. Non, cela n'est pas. Lui, allons donc. Moi, n'importe quel autre possible, mais lui, jamais. C'est un homme à revenir de tout. » Puis, la force l'abandonnant, « Ah, je n'en puis plus, » murmura-t-il. Harbert courut à lui. « Nab, » dit le jeune garçon, « nous le retrouverons. Dieu nous le rendra. Mais en attendant, vous avez faim. Mangez, mangez un peu, je vous en prie. » Et ce disant, il offrait au pauvre nègre quelques poignées de coquillages maigres et insuffisante nourriture. Nab n'avait pas mangé depuis bien des heures, mais il refusa. Privé de son maître, Nab ne pouvait ou ne voulait plus vivre. Quant à Gédéon Spilett, il dévora ses mollusques. Puis il se coucha sur le sable au pied d'une roche. Il était exténué, mais calme. Alors Harbert s'approcha de lui et lui prenant la main, « Monsieur, dit-il, nous avons découvert un abri où vous serez mieux qu'ici. Voici la nuit qui vient. Venez vous reposer. Demain, nous verrons. » Le reporter se leva et, guidé par le jeune garçon, il se dirigea vers les cheminées. En ce moment, Pencroff s'approcha de lui et, du ton le plus naturel, il lui demanda si, par hasard, il n'aurait pas sur lui une allumette. Le reporter s'arrêta, chercha dans ses poches, n'y trouva rien et dit « J'en avais, mais j'ai dû tout jeter. » Le marin appela Nab alors, lui fit la même demande et reçut la même réponse. « Malédiction !» s'écria le marin, qui ne put retenir ce mot. Le reporter l'entendit et, allant à Pencroff, « Pas une allumette ?» dit-il. « Pas une, et par conséquent pas de feu. »« Ah !» s'écria Nab. « S'il était là, mon maître, il saurait bien vous en faire. » Les 4 naufragés restèrent immobiles et se regardèrent, non sans inquiétude. Ce fut Harbert qui le premier rompit le silence en disant « Monsieur Spilett, vous êtes fumeur, vous avez toujours des allumettes sur vous. Peut-être n'avez-vous pas bien cherché. Cherchez encore. Une seule allumette nous suffirait. » Le reporter fouilla de nouveau ses poches de pantalon, de gilet, de paletot, et enfin, à la grande joie de Pencroff, non moins qu'à son extrême surprise, il sentit un petit morceau de bois engagé dans la doublure de son gilet. Ses doigts avaient saisi ce petit morceau de bois à travers l'étoffe, mais il ne pouvait le retirer. Comme ce devait être une allumette, et une seule, il s'agissait de ne point en érailler le phosphore. « Voulez-vous me laisser faire ?» lui dit le jeune garçon. Et fort adroitement, sans le casser, il parvint à retirer ce petit morceau de bois, ce misérable et précieux fétu qui, pour ces pauvres gens, avait une si grande importance. Il était intact. « Une allumette !» s'écria Pencroff. « Ah ! C'est comme si nous en avions une cargaison tout entière !» Il prit l'allumette et, suivi de ses compagnons, il regagna les cheminées. Ce petit morceau de bois que dans les pays habités on prodigue avec tant d'indifférence et dont la valeur est nulle, il fallait ici s'en servir avec une extrême précaution. Le marin s'assura qu'il était bien sec. Puis, cela fait, « Il faudrait du papier, » dit-il. « En voici, » répondit Gédéon Spilett, qui, après quelques hésitations, déchira une feuille de son carnet. Pencroff prit le morceau de papier que lui tendait le reporter, et il s'accroupit devant le foyer. Là, quelques poignées d'herbes, de feuilles et de mousse sèches furent placées sous les fagots et disposées de manière que l'air pût circuler aisément et enflammer rapidement le bois mort. Alors Pencroff plia le morceau de papier en forme de cornet, ainsi que font les fumeurs de pipe par les grands vents. Puis, il l'introduisit entre les mousses. Prenant ensuite un galet légèrement raboteux, il l'essuya avec soin et, non sans que le cœur lui battît, il frotta doucement l'allumette en retenant sa respiration. Le premier frottement ne produisit aucun effet. Pencroff n'avait pas appuyé assez vivement, craignant d'érailler le phosphore. « Non, je ne pourrai pas, dit-il. Ma main tremble. L'allumette raterait. Je ne peux pas. Je ne veux pas. » Et se relevant, il chargea Harbert de le remplacer. Certes, le jeune garçon n'avait de sa vie été aussi impressionné. Le cœur lui battait fort. Prométhée allant dérober le feu du ciel ne devait pas être plus ému.
Il n'hésita pas cependant et frotta rapidement le galet. Un petit grésillement se fit entendre, et une légère flamme bleuâtre jaillit en produisant une fumée âcre. Harbert retourna doucement l'allumette, de manière à alimenter la flamme, puis il la glissa dans le cornet de papier. Le papier prit feu en quelques secondes, et les mousses brûlèrent aussitôt. Quelques instants plus tard, le bois sec craquait, et une joyeuse flamme activée par le vigoureux souffle du marin se développait au milieu de l'obscurité. « Enfin !» s'écria Pencroff en se relevant. « Je n'ai jamais été si ému de ma vie !» Il est certain que ce feu faisait bien sur le foyer de pierre plate. La fumée s'en allait facilement par les 3 conduits, la cheminée tirait, et une agréable chaleur ne tarda pas à se répandre. Quant à ce feu, il fallait prendre garde de ne plus le laisser éteindre, et conserver toujours quelques braises sous la cendre. Mais ce n'était qu'une affaire de soin et d'attention, puisque le bois ne manquait pas, et que la provision pourrait toujours être renouvelée en temps utile. Pencroff songea tout d'abord à utiliser le foyer, en préparant un souper plus nourrissant qu'un plat de lithodomes. 2 douzaines d'œufs furent apportés par Harbert. Le reporter, à côté dans un coin, regardait ces apprêts sans rien dire. Une triple pensée tendait son esprit. Cyrus vit-il encore? Sylvie, où peut-il être? S'il a survécu à sa chute, comment expliquer qu'il n'ait pas trouvé le moyen de faire connaître son existence? Quant à Nab, il rôdait sur la grève. Ce n'était plus qu'un corps sans âme. Pencroff, qui connaissait 52 manières d'accommoder les œufs, n'avait pas le choix en ce moment. Il dut se contenter de les introduire dans les cendres chaudes et de les laisser durcir à petit feu. En quelques minutes, la cuisson fut opérée, et le marin invita le reporter à prendre sa part du souper. Tel fut le premier repas des naufragés sur cette côte inconnue. Ces œufs durcis étaient excellents, et comme l'œuf contient tous les éléments indispensables à la nourriture de l'homme, ces pauvres gens s'en trouvèrent fort bien et se sentirent réconfortés. Ah, si l'un d'eux n'eût pas manqué à ce repas, si les 5 prisonniers échappés de Richmond eussent été tous là, sous ces roches amoncelées, devant ce feu pétillant et clair sur ce sable sec, peut-être n'aurait-il eu que des actions de grâce à rendre au ciel. Mais le plus ingénieux, le plus savant aussi, celui qui était leur chef incontesté, Cyrus Smith, manquait, hélas, et son corps n'avait pu même obtenir une sépulture. Ainsi se passa cette journée du 25 mars. La nuit était venue. On entendait au dehors le vent siffler et le ressac monotone battre la côte. Les galets, poussés et ramenés par les lames, roulaient avec un fracas assourdissant. Le reporter s'était retiré au fond d'un obscur couloir, après avoir sommairement noté les incidents de ce jour. La première apparition de cette terre nouvelle, la disparition de l'ingénieur, l'exploration de la côte, l'incident des allumettes, etc. Et la fatigue aidant, il parvint à trouver quelque repos dans le sommeil. Harbert, lui, s'endormit bientôt. Quant au marin, veillant d'un œil, il passa la nuit près du foyer, auquel il n'épargna pas le combustible. Un seul des naufragés ne reposa pas dans les cheminées. Ce fut l'inconsolable, le désespéré Nab, qui cette nuit tout entière, et malgré ce que lui dirent ses compagnons pour l'engager à prendre du repos, erra sur la grève en appelant son maître. Chapitre 6. L'inventaire des objets possédés par ces naufragés de l'air, jetés sur une côte qui paraissait être inhabitée, sera promptement établi. Ils n'avaient rien, sauf les habits qu'ils portaient au moment de la catastrophe. Il faut cependant mentionner un carnet et une montre que Gédéon Spilett avait conservés par mégarde sans doute, mais pas une arme, pas un outil, pas même un couteau de poche. Les passagers de la nacelle avaient tout jeté au dehors pour alléger l'aérostat. Les héros imaginaires de Daniel Defoe ou de Wyss, aussi bien que les Selkirk et les Raynal, naufragés à Juan Fernandez ou à l'archipel des Auckland, ne furent jamais dans un dénuement aussi absolu. Ou ils tiraient des ressources abondantes de leur navire échoué, soit en graines, en bestiaux, en outils, en munitions, ou bien quelque épave arrivait à la côte qui leur permettait de subvenir aux premiers besoins de la vie. Ils ne se trouvaient pas tout d'abord absolument désarmés en face de la nature. Mais ici, pas un instrument quelconque, pas un ustensile. De rien, il leur faudrait arriver à tout. Et si encore Cyrus Smith eût été avec eux, si l'ingénieur eût pu mettre sa science pratique, son esprit inventif, au service de cette situation, peut-être tout espoir n'eût-il pas été perdu. Hélas, il ne fallait plus compter revoir Cyrus Smith.
Les naufragés ne devaient rien attendre que d'eux-mêmes, et de cette providence qui n'abandonne jamais ceux dont la foi est sincère. Mais avant tout, devaient-ils s'installer sur cette partie de la côte sans chercher à savoir à quel continent les appartenait, si elle était habitée ou si ce littoral n'était que le rivage d'une île déserte? C'était une question importante à résoudre, et dans le plus bref délai. De sa solution sortiraient les mesures à prendre. Toutefois, suivant l'avis de Pencroff, il parut convenable d'attendre quelques jours avant d'entreprendre une exploration. Il fallait en effet préparer des vivres et se procurer une alimentation plus fortifiante que celle uniquement due à des œufs ou des mollusques. Les explorateurs exposés à supporter de longues fatigues, sans un abri pour y reposer leur tête, devaient avant tout refaire leurs forces. Les cheminées offraient une retraite suffisante provisoirement. Le feu était allumé et il serait facile de conserver des braises. Pour le moment, les coquillages et les œufs ne manquaient pas dans les rochers et sur la grève. On trouverait bien le moyen de tuer quelques-uns de ces pigeons qui volaient par centaines à la crête du plateau, fût-ce à coups de bâton ou à coups de pierre. Peut-être les arbres de la forêt voisine donneraient-ils des fruits comestibles. Enfin, l'eau douce était là. Il fut donc convenu que pendant quelques jours, on resterait aux cheminées, afin de s'y préparer pour une exploration soit sur le littoral, soit à l'intérieur du pays. Ce projet convenait particulièrement à Nab. Entêté dans ses idées comme dans ses pressentiments, il n'avait aucune hâte d'abandonner cette portion de la côte, théâtre de la catastrophe. Il ne croyait pas, il ne voulait pas croire à la perte de Cyrus Smith. Non, il ne lui semblait pas possible qu'un tel homme eût fini de cette vulgaire façon, emporté par un coup de mer, noyé dans les flots, à quelques centaines de pas d'un rivage. Tant que les lames n'auraient pas rejeté le corps de l'ingénieur, tant que lui, Nab, n'aurait pas vu de ses yeux, touché de ses mains, le cadavre de son maître, il ne croirait pas à sa mort. Et cette idée s'enracina plus que jamais dans son cœur obstiné. Illusion peut-être, illusion respectable toutefois, que le marin ne voulut pas détruire. Pour lui, il n'était plus d'espoir, et l'ingénieur avait bien réellement péri dans les flots. Mais avec Nab, il n'y avait pas à discuter. C'était comme le chien qui ne peut quitter la place où est tombé son maître, et sa douleur était telle que, probablement, il ne lui survivrait pas. Ce matin-là, 26 mars, dès l'aube, Nab avait repris sur la côte la direction du nord, et il était retourné là où la mer, sans doute, s'était refermée sur l'infortuné Smith. Le déjeuner de ce jour fut uniquement composé d'œufs de pigeon et de lithodomes. Harbert avait trouvé du sel déposé dans le creux des roches par évaporation, et cette substance minérale vint fort à propos. Ce repas terminé, Pencroff demanda au reporter si celui-ci voulait les accompagner dans la forêt, où Harbert et lui allaient essayer de chasser. Mais toute réflexion faite, il était nécessaire que quelqu'un restât afin d'entretenir le feu, et pour le cas fort improbable où Nab aurait eu besoin d'aide. Le reporter resta donc. « En chasse, Harbert !» dit le marin. « Nous trouverons des munitions sur notre route, et nous couperons notre fusil dans la forêt. » Mais au moment de partir, Harbert fit observer que puisque l'amadou manquait, il serait peut-être prudent de le remplacer par une autre substance. « Laquelle » demanda Pencroff. « Le linge brûlé, » répondit le jeune garçon. « Cela peut au besoin servir d'amadou. » Le marin trouva l'avis fort sensé. Seulement, il avait l'inconvénient de nécessiter le sacrifice d'un morceau de mouchoir. Néanmoins, la chose en valait la peine, et le mouchoir à grands carreaux de Pencroff fut bientôt réduit pour une partie à l'état de chiffon à demi brûlé. Cette matière inflammable fut déposée dans la chambre centrale, au fond d'une petite cavité du roc à l'abri de tout vent et de toute humidité. Il était alors 9 heures du matin. Le temps menaçait et la brise soufflait du sud-est. Harbert et Pencroff tournèrent l'angle des cheminées, non sans avoir jeté un regard sur la fumée qui se tordait à une pointe de roc, puis ils remontèrent la rive gauche de la rivière. Arrivé à la forêt, Pencroff cassa au premier arbre 2 solides branches qu'il transforma en gourdins, et dont Harbert usa la pointe sur une roche. Ah, que n'eût-il donné pour avoir un couteau! Puis les 2 chasseurs s'avancèrent dans les hautes herbes en suivant la berge. À partir du coude qui reportait son cours dans le sud-ouest, la rivière se rétrécissait peu à peu, et ses rives formaient un lit très encaissé recouvert par le double arceau des arbres. Pencroff, afin de ne pas s'égarer, résolut de suivre le cours d'eau qui le ramènerait toujours à son point de départ. Mais la berge n'était pas sans présenter quelques obstacles. Ici des arbres, dont les branches flexibles se courbaient jusqu'au niveau du courant, là des lianes ou des épines qu'il fallait briser à coups de bâton.
Souvent, Harbert se glissait entre les souches brisées avec la prestesse d'un jeune chat, et il disparaissait dans le taillis. Mais Pencroff le rappelait aussitôt en le priant de ne point s'éloigner. Cependant, le marin observait avec attention la disposition et la nature des lieux. Sur cette rive gauche, le sol était plat et remontait insensiblement vers l'intérieur. Quelquefois humide, il prenait alors une apparence marécageuse. On y sentait tout un réseau sous-jacent de filets liquides qui, par quelques failles souterraines, devaient s'épancher vers la rivière. Quelquefois aussi, un ruisseau coulait à travers le taillis, que l'on traversait sans peine. La rive opposée paraissait être plus accidentée, et la vallée dont la rivière occupait le Talweg s'y dessinait plus nettement. La colline, couverte d'arbres disposés par étages, formait un rideau qui masquait le regard. Sur cette rive droite, la marche eût été difficile, car les déclivités s'y abaissaient brusquement et les arbres, courbés sur l'eau, ne se maintenaient que par la puissance de leurs racines. Inutile d'ajouter que cette forêt, aussi bien que la côte déjà parcourue, était vierge de toute empreinte humaine. Pencroff n'y remarqua que des traces de quadrupèdes, des passées fraîches d'animaux, dont il ne pouvait reconnaître l'espèce. Très certainement, et ce fut aussi l'opinion d'Harbert, quelques-unes avaient été laissées par des fauves formidables avec lesquels il y aurait à compter sans doute. Mais nulle part la marque d'une hache sur un tronc d'arbre, ni les restes d'un feu éteint, ni l'empreinte d'un pas. Ce dont on devait se féliciter peut-être, car sur cette terre en plein Pacifique, la présence de l'homme eût été peut-être plus à craindre qu'à désirer. Harbert et Pencroff, causant à peine, car les difficultés de la route étaient grandes, n'avançaient que fort lentement, et après 1 heure de marche, ils avaient à peine franchi 1 mille. Jusqu'alors, la chasse n'avait pas été fructueuse. Cependant, quelques oiseaux chantaient et voletaient sous la ramure, et se montraient très farouches, comme si l'homme leur eût instinctivement inspiré une juste crainte. Entre autres volatiles, Harbert signala dans une partie marécageuse de la forêt un oiseau à bec aigu et allongé qui ressemblait anatomiquement à un martin-pêcheur. Toutefois, il se distinguait de ce dernier par son plumage assez rude, revêtu d'un éclat métallique. « Ce doit être un jacamar, » dit Harbert, en essayant d'approcher l'animal à bonne portée. « Ce serait bien l'occasion de goûter du jacamar, » répondit le marin, « si cet oiseau-là était d'humeur à se laisser rôtir. » En ce moment, une pierre, adroitement et vigoureusement lancée par le jeune homme, vint frapper le volatile à la naissance de l'aile. Mais le coup ne fut pas suffisant, car le jacamar s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes et disparut en un instant. « Maladroit que je suis !» s'écria Harbert. « Eh non, mon garçon, » répondit le marin. « Le coup était bien porté, et plus d'un aurait manqué l'oiseau. Allons, ne vous dépitez pas. Nous le rattraperons un autre jour. » L'exploration continua. À mesure que les chasseurs s'avançaient, les arbres plus espacés devenaient magnifiques, mais aucun ne produisait de fruits comestibles. Pencroff cherchait vainement quelques-uns de ces précieux palmiers qui se prêtent à tant d'usages de la vie domestique et dont la présence a été signalée jusqu'au 40e parallèle dans l'hémisphère boréal et jusqu'au 35e seulement dans l'hémisphère austral. Mais cette forêt ne se composait que de conifères, tels que les déodars, déjà reconnus par Harbert, des Douglas, semblables à ceux qui poussent sur la côte nord-ouest de l'Amérique, et des sapins admirables, mesurant 150 pieds de hauteur. En ce moment, une volée d'oiseaux de petite taille et d'un joli plumage, à queue longue et chatoyante, s'éparpillèrent entre les branches, semant leurs plumes, faiblement attachées, qui couvrirent le sol d'un fin duvet. Harbert ramassa quelques-unes de ces plumes, et après les avoir examinées, « Ce sont des couroucous, dit-il. « Je leur préférerais une pintade ou un coq de bruyère, » répondit Pencroff. « Mais enfin, s'ils sont bons à manger... »« Ils sont bons à manger. Et même leur chair est très délicate, » reprit Harbert. « D'ailleurs, si je ne me trompe, il est facile de les approcher et de les tuer à coups de bâton. » Le marin et le jeune garçon, se glissant entre les herbes, arrivèrent au pied d'un arbre dont les basses branches étaient couvertes de petits oiseaux. Ces couroucous attendaient au passage les insectes qui leur servent de nourriture. On voyait leurs pattes emplumées serrer fortement les pousses moyennes qui leur servaient d'appui. Les chasseurs se redressèrent alors et, avec leurs bâtons manœuvrés comme une faux, ils rasèrent des files entières de ces couroucous qui ne songeaient point à s'envoler et se laissèrent stupidement abattre. Une centaine jonchait déjà le sol, quand les autres se décidèrent à fuir. « Bien, » dit Pencroff, « voilà un gibier tout à fait à la portée de chasseurs tels que nous. On le prendrait à la main. »
Le marin enfila les couroucous comme des mauviettes, au moyen d'une baguette flexible, et l'exploration continua. On put observer que le cours d'eau s'arrondissait légèrement, de manière à former un crochet vers le sud. Mais ce détour ne se prolongeait vraisemblablement pas, car la rivière devait prendre sa source dans la montagne et s'alimenter de la fonte des neiges qui tapissaient les flancs du cône central. L'objet particulier de cette excursion était, on le sait, de procurer aux hôtes des cheminées la plus grande quantité possible de gibier. On ne pouvait dire que le but jusqu'ici eût été atteint. Aussi le marin poursuivait-il activement ses recherches et maugréait-il quand quelque animal, qu'il n'avait pas même le temps de reconnaître, s'enfuyait entre les hautes herbes. Si encore il avait eu le chien Top, mais Top avait disparu en même temps que son maître et probablement péri avec lui. Vers 3 heures après-midi, de nouvelles bandes d'oiseaux furent entrevues à travers certains arbres dont ils becquetaient les baies aromatiques, entre autres des genévriers. Soudain, un véritable appel de trompette résonna dans la forêt. Ces étranges et sonores fanfares étaient produites par ces gallinacés que l'on nomme tétras aux États-Unis. Bientôt, on en vit quelques couples, au plumage varié de fauve et de brun, et à la queue brune. Harbert reconnut les mâles aux 2 ailerons pointus formés par les pennes relevées de leur cou. Pencroff jugea indispensable de s'emparer de l'un de ces gallinacés, gros comme une poule, et dont la chair vaut celle de la gélinotte. Mais c'était difficile, car il ne se laissait point approcher. Après plusieurs tentatives infructueuses, qui n'eurent d'autre résultat que d'effrayer les tétras, le marin dit au jeune garçon : « Décidément, puisqu'on ne peut les tuer au vol, il faut essayer de les prendre à la ligne. »« Comme une carpe » s'écria Harbert, très surpris de la proposition. « Comme une carpe » répondit sérieusement le marin. Pencroff avait trouvé dans les herbes une demi-douzaine de nids de tétras, ayant chacun de 2 à 3 œufs. Il eut grand soin de ne pas toucher à ces nids, auxquels leur propriétaire ne pouvait manquer de revenir. Ce fut autour d'eux qu'il imagina de tendre ces lignes, non des lignes à coller, mais de véritables lignes à hameçon. Il emmena Harbert à quelque distance des nids, et là il prépara ces engins singuliers avec le soin qu'eût apporté un disciple d'Isaac Walton. Harbert suivait ce travail avec un intérêt facile à comprendre, tout en doutant de la réussite. Les lignes furent faites de minces lianes, rattachées l'une à l'autre et longues de 15 à 20 pieds. De grosses épines très fortes, à pointe recourbée, que fournit un buisson d'acacia nain, furent liées aux extrémités des lianes en guise d'hameçon. Quant à l'appât, de gros vers rouges qui rampaient sur le sol en tinrent lieu. Cela fait, Pencroff, passant entre les herbes et se dissimulant avec adresse, alla placer le bout de ses lignes armées d'hameçons près des nids de tétras, puis il revint prendre l'autre bout et se cacha avec Harbert derrière un gros arbre. Tous deux alors attendirent patiemment. Harbert, il faut le dire, ne comptait pas beaucoup sur le succès de l'inventif Pencroff. Une grande demi-heure s'écoula, mais, ainsi que l'avait prévu le marin, plusieurs couples de tétras revinrent à leur nid. Ils sautillaient, becquetant le sol, et ne pressentant en aucune façon la présence des chasseurs qui, d'ailleurs, avaient eu soin de se placer sous le vent des gallinacés. Certes, le jeune garçon, à ce moment, se sentit intéressé très vivement. Il retenait son souffle, et Pencroff, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, les lèvres avancées comme s'il allait goûter un morceau de tétras, respirait à peine. Cependant, les gallinacés se promenaient entre les hameçons sans trop s'en préoccuper. Pencroff alors donna de petites secousses qui agitèrent les appâts, comme si les vers eussent été encore vivants. À coup sûr, le marin, en ce moment, éprouvait une émotion bien autrement forte que celle du pêcheur à la ligne qui, lui, ne voit pas venir sa proie à travers les eaux. Les secousses éveillèrent bientôt l'attention des gallinacés, et les hameçons furent attaqués à coups de bec. 3 tétras, très voraces sans doute, avalèrent à la fois l'appât et l'hameçon. Soudain, d'un coup sec, Pencroff ferra son engin, et des battements d'ailes lui indiquèrent que les oiseaux étaient pris. « Hurrah !» s'écria-t-il en se précipitant vers ce gibier, dont il se rendit maître en un instant. Harbert avait battu des mains. C'était la première fois qu'il voyait prendre des oiseaux à la ligne, mais le marin, très modeste, lui affirma qu'il n'en était pas à son coup d'essai, et que d'ailleurs il n'avait pas le mérite de l'invention. « Et en tout cas, ajouta-t-il, dans la situation où nous sommes, il faut nous attendre à en voir bien d'autres. » Les tétras furent attachés par les pattes et Pencroff, heureux de ne point revenir les mains vides et voyant que le jour commençait à baisser, jugea convenable de retourner à sa demeure. La direction à suivre était tout indiquée par celle de la rivière, dont il ne s'agissait que de redescendre le cours et, vers 6 heures, assez fatigués de leur excursion,
Harbert et Pencroff rentraient aux cheminées. Et c'est la fin du chapitre 6. Hop. Nous marquons une courte pause. Bonsoir Orenti, bienvenue sur le live. Ça fait longtemps qu'on s'était pas croisés, j'espère que tu vas bien. Ok, je suis un peu plus mitigé, je vous avoue, si je suis complètement honnête. Après, si je suis complètement honnête, parce qu'on va pas se mytho que l'état dans lequel on se trouve lors d'une lecture peut avoir aussi un comment dire, un effet, j'ai pas d'autre mot, un effet sur la manière dont on n'entre ou pas dans une histoire. Je vous avoue que là, j'ai l'impression d'être un peu fatigué et un peu barbouillé, genre. J'ai l'impression d'avoir le nez à moitié bouché. J'ai un peu mal au bide. Donc je vous avoue que là, je suis pas dans les meilleures dispositions et que du coup, ça fait aussi peut-être que ma lecture est un petit peu moins agréable pour moi. Mais ouais, c'est vrai que là, je suis un peu moins entré dedans que lors du premier live. Parce que là, du coup, on passe sur l'aspect survie, qui peut être intéressant, qui peut être cool, qui a certainement motivé beaucoup de gens à vouloir être des aventuriers, et qui a sûrement, je veux dire, comment dire, l'attrait des gens à savoir comment survivre. Je pense que c'est un truc un peu antédéluvien, que ce soit Jules Verne ou que ce soit les émissions de Bear Grylls ou toutes les autres émissions où on t'apprend à survivre en milieu hostile, dans la jungle, etc. Et du coup, c'est marrant parce que je vois vraiment une filiation avec ça, quoi. Je vois vraiment une filiation où je me dis ah bah ouais, encore aujourd'hui à la télé, il y a plein d'émissions qui nous apprennent comment survivre dans la nature. Et encore une fois, encore aujourd'hui, ça intéresse plein de gens. Ça peut m'intéresser potentiellement. Mais du coup, c'est marrant parce qu'il y a un peu ce côté didactique, quoi. Il y a un peu ce côté court qu'il y a souvent chez Jules Verne quand même. Alors après, ça va, c'est pas un cours chiant. C'est ça qui est bien avec Jules Verne, c'est que en général, c'est pas chiant. Mais il y a quand même un côté... bon, bah là, l'histoire va pas forcément giga avancer parce que je vais quand même vous faire un cours sur quels arbres on peut trouver, quels animaux on peut trouver, comment on peut distinguer les animaux, comment on peut les attraper en faisant des pièges de telle sorte, telle sorte, telle sorte. En vrai, si, j'exagère, ça fait un peu avancer le récit, mais je sais pas. Je sais pas si je m'amuserais autant si le récit ne devient que purement technique, quoi. S'il y a plus d'émotionnel, s'il y a plus de est-ce que Cyrus est mort ou pas, est-ce qu'on va le retrouver, et puis peut-être de la détresse chez les personnages sur comment ils vont survivre, tout simplement. Si vraiment c'est juste comment ils vont survivre sans émotionnel, ça m'intéresse moins. Oui, mais ça va être mieux après. Ah, le spoil, le spoil. Non, mais en vrai, oui, je pense qu'il y aura quand même du développement là-dessus, j'imagine. Certainement même. Et du coup, merci d'être passé, Sarah Drew. Je te souhaite une excellente nuit. Et bonsoir, Lucie. Bienvenue sur le live. Savoir cuisiner des œufs de 52 manières différentes, ça, c'est une compétence utile sur une île déserte. Ah bah là, t'as vu, moi, franchement, sur une île déserte... je sais comment l'astite sur League of Legends. Genre, vraiment, cette phrase, elle va parler à personne. Si vous jouez pas à League of Legends, elle vous parlera pas du tout. Mais ouais, non, c'est assez fou. Enfin, moi, je sais que c'est un truc que je regrette ou que je déplore. À la fois, c'est cool parce qu'on a aussi nos points forts en quelque sorte. C'est-à-dire que voilà, moi, je sais me servir d'un ordinateur et tout ça, donc ma génération a aussi ses points forts en quelque sorte. Mais c'est vrai que quand je vois la génération de nos parents et que je me dis putain, mais ils savent bricoler, ils savent retaper leur voiture, retaper leur chez eux, ils savent se démerder, quoi. Je me dis waouh, je me sens tellement incapable, je me sens tellement pas dégourdi. Ouais.
et je me dis: «J'aimerais bien le devenir davantage», mais j'avoue que j'ai l'impression de ne pas être très manuel déjà et que j'ai beaucoup de mal à faire des choses manuelles. Mais bon, là, je vous parle, de ma life. En tout cas, je ne sais pas faire des œufs de 52 manières différentes et je ne sais pas non plus, faire du feu. Enfin si, genre théoriquement, je sais le faire. Théoriquement, OK, ouais, je vois à peu près comment faire. Après, si j'étais dans la jungle comme ça perdu, je crois que j'aurais un peu du mal, quoi. Mais ouais, c'est d'ailleurs, ça, c'est un truc aussi. Je pense que on est un peu une société de comment dire? D'ultra connaissance, d'ultra, empilage sur empilage sur empilage sur empilage de connaissances, mais du coup des connaissances qui restent justement très théoriques. C'est-à-dire que théoriquement, dans l'abstraction, je sais faire des tonnes de choses. Genre oui, je sais comment on fait un feu, je sais comment on fait ceci, je sais comment on fait cela, je sais ce qui est le mieux pour la santé, je sais ce que ceci, ce que cela, bref, je sais. Je sais, mais est-ce que je sais faire? Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Et je pense que c'est peut-être un truc que nos générations, plus ça vient, et plus on est là-dedans, quoi. Je sais pas. C'est une réflexion que je me fais comme ça. Après, la vérité là-dedans, je sais pas où elle se situe, mais sinon, réflexion complètement différente, mais que je me suis faite, que j'ai trop kiffé. Il y a une mention à Robinson Crusoe, et du coup, c'est trop drôle parce que ça va un peu avec ce que j'avais vu sur Wikipédia. Euh, je vais pas dire que Jules Verne fait un tacle à William Defoe. C'est William, hein, je crois. Je sais plus. L'auteur, c'est Defoe. Attendez. Enfin, c'est Defoe, ça je sais, mais est-ce que c'est William? Je suis pas sûr de ça, j'ai peut-être dit de la merde. Attendez, j'essaie de retrouver le passage. Daniel, je dis de la merde. William Defoe, c'est l'acteur, non? C'est l'acteur qui fait le bouffon vert. Je crois que j'ai mélangé les deux. Bref, Daniel Defoe. Daniel Defoe, du coup, qui a écrit... Voilà, c'est Daniel, c'est ça. Merci Lucie, merci Charline. Daniel qui a donc écrit Robinson Crusoe. Et qui n'a pas essayé de tuer Spider-Man. Et bien du coup, c'est trop bien parce qu'il est directement cité dans le chapitre 6. Les héros imaginaires de Daniel Defoe ou de Wyss. Alors, je ne connais pas Wyss pour le coup, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui a écrit un texte assez similaire. Et du coup, c'est trop bien, je trouve, que Jules Verne fasse... En fait, avoue ça... Enfin, avoue. Fasse un clin d'œil, rende hommage, entre guillemets, à sa lignée, on va dire. Que voilà, ils s'inscrivent et qu'ils disent, bah oui, voilà, c'est à eux que je rends hommage. Et c'est dans cette lignée que je m'inscris en étant quelque part dans le genre de la Robinsonade. Les Robinsonades, ah là là, on a vu ça en études de lettres. Ah ouais? Ah, moi, j'avais pas vu ça, tu vois. Et ça m'a amusé de voir qu'il y avait un genre qui s'appelait les Robinsonades. Je trouve ça dingue. Mais du coup, très intéressant, très cool qu'ils le disent, quoi. Qu'ils disent, oui, je suis dans ça. Mais un peu comme je l'avais vu sur Wikipédia, j'irais pas jusqu'à dire qu'il fait un tacle à Daniel Defoe, mais il dit quand même, ouais, chez Defoe et les autres, ils ont quand même toujours leur épave ou le reste de leur navire, ils ont quand même toujours des munitions, ils ont quand même toujours des ressources qui leur restent. Non, là c'est pour de vrai. Là, tu sais, il y a un peu un truc comme ça, quoi. Il y a un peu un truc. Non, mais eux c'était bien gentil, mais là, moi c'est pour de vrai, tu vois. Moi là, ils vont devoir tout faire à partir de rien, ok? Donc c'est assez drôle. C'est assez drôle d'avoir ça directement écrit dans le texte, quoi. Ça donne un peu son... Comment dire? Son état d'esprit sur ce qu'il veut faire de cette œuvre. Et donc, a priori, justement, une sorte d'expérience de pensée, en fait, on pourrait dire. Une sorte d'expérience de pensée de, ok, qu'est-ce que ça ferait si vraiment on se retrouvait sans rien, sans aucune ressource et qu'il fallait repartir de zéro. Même si, je trouve que finalement, il trahit un peu ça, étant donné que, par exemple, ils ont réussi à retrouver une allumette dans la doublure de vêtements de Spilett. Donc au final, ils sont pas partis de rien de rien.
Ils ont quand même aussi le papier du carnet. Donc, comme par hasard. Hein, Jules Verne, on fait le malin à dire ouais non moi c'est pour de vrai, ils vont partir de rien. Bon ok, d'accord. Dans leur poche ils ont gardé des rations de viande comment on appelle ça, en poudre là, de la NASA pour pouvoir manger 10 ans, mais franchement sinon ils ont rien. Oui, on en a lu et ça s'étudie avec les élèves. On a dû en parler aussi en cours de littérature de jeunesse. J'étais étonné que tu ne connaisses pas ce genre, toi qui as fait lettres aussi. Ouais, non, moi je connaissais pas pour le coup. Le mot Robinsonade me parle vaguement. Alors, peut-être, peut-être éventuellement que j'en ai parlé, bah, comme tu dis, en français au collège ou un truc comme ça, j'en sais rien. Peut-être j'en ai entendu parler vraiment tôt dans mes études, on va dire, à l'école ou quoi. Mais j'avoue que là, comme ça, je me rappelle plus. En tout cas, j'ai eu l'impression de découverte, personnellement. Peut-être c'était une redécouverte, mais ouais, je sais pas. À la prochaine, Miss Perrine. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Par contre, ça m'aide trop pas, quoi. Genre, Miss Perrine et Sarah Drew vont dormir parce qu'elles sont crevées. Mais moi aussi, je suis crevé. Moi aussi, je vais aller dormir. Ah là là. Ah là là. On va reprendre la lecture assez rapidement parce que je vous avoue que je pense que ce soir, je vais pas faire long feu. Je regarde brièvement combien de pages je m'apprête à vous lire. Savoir si c'est vraiment long ou si ça va le faire. Je crois que j'avais repéré ça plus tôt dans la journée et que c'était ok. Ouais, ok. Donc là, le chapitre 7, il nous fait moins de 10 pages. Et le chapitre 8, il nous fait moins de 10 pages. Ça va. Chapitre 7 et 8, ça devrait bien se passer. J'essaye de tenir aussi. Aïe, 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 aïe. Bah ouais, en plus, premier jour des vacances, forcément, t'as envie de profiter et d'aller dormir, non? Quoique, premier jour des vacances, peut-être qu'à l'époque, je serais resté éveillé jusqu'à 6-7 heures du mat. Bref. Je n'étais pas trop un exemple là-dessus. Bien. Bien, bien, bien. Fort bien. Reprenons la lecture tant que j'ai encore un top d'énergie. Je vous souhaite une bonne écoute, que vous me suiviez en live ou en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la fin du live. Chapitre 7. Gédéon Spilett, immobile, les bras croisés, était alors sur la grève regardant la mer, dont l'horizon se confondait dans l'est avec un gros nuage noir qui montait rapidement vers le zénith. Le vent était déjà fort, et il fraîchissait avec le déclin du jour. Tout le ciel avait un mauvais aspect, et les premiers symptômes d'un coup de vent se manifestaient visiblement. Harbert entra dans les cheminées, et Pencroff se dirigea vers le reporter. Celui-ci, très absorbé, ne le vit pas venir. « Nous allons avoir une mauvaise nuit, monsieur Spilett, » dit le marin. « De la pluie et du vent à faire la joie des pétrels. » Le reporter, se retournant alors, aperçut Pencroff, et ses premières paroles furent celles-ci. « À quelle distance de la côte la nacelle a-t-elle, selon vous, reçu ce coup de mer qui a emporté notre compagnon ?» Le marin ne s'attendait pas à cette question. Il réfléchit un instant et répondit « À 2 encablures, au plus. »« Mais qu'est-ce qu'une encablure ?» demanda Gédéon Spilett. « 120 brasses environ ou 600 pieds. » Ainsi, dit le reporter, Cyrus Smith aurait disparu à 1200 pieds au plus du rivage. Environ, répondit Pencroff. Et son chien aussi. Aussi. Ce qui m'étonne, ajouta le reporter, en admettant que notre compagnon ait péri, c'est que Top ait également trouvé la mort, et que ni le corps du chien ni celui de son maître n'aient été rejetés au rivage. Ce n'est pas étonnant, avec une mer aussi forte, répondit le marin. D'ailleurs, il se peut que les courants les aient portés plus loin sur la côte. Ainsi, c'est bien votre avis que notre compagnon a péri dans les flots, demanda encore une fois le reporter. C'est mon avis. Mon avis à moi, dit Gédéon Spilett, sauf ce que je dois à votre expérience, Pencroff, c'est que le double fait de la disparition absolue de Cyrus et de Top, vivants ou morts,
à quelque chose d'inexplicable et d'invraisemblable. Je voudrais penser comme vous, monsieur Spilett, répondit Pencroff. Malheureusement, ma conviction est faite. Cela dit, le marin revint vers les cheminées. Un bon feu pétillait sur le foyer. Harbert venait d'y jeter une brassée de bois sec, et la flamme projetait de grandes clartés dans les parties sombres du couloir. Pencroff s'occupa aussitôt de préparer le dîner. Il lui parut convenable d'introduire dans le menu quelques pièces de résistance, car tous avaient besoin de réparer leurs forces. Les chapelets de couroucous furent conservés pour le lendemain, mais on pluma 2 tétras, et bientôt, embrochés dans une baguette, les gallinacés rôtissaient devant un feu flambant. À 7 heures du soir, Nab n'était pas encore de retour. Cette absence prolongée ne pouvait qu'inquiéter Pencroff au sujet du nègre. Il devait craindre ou qu'il lui fût arrivé quelque accident sur cette terre inconnue, ou que le malheureux eût fait quelque coup de désespoir. Mais Harbert tira de cette absence des conséquences toutes différentes. Pour lui, si Nab ne revenait pas, c'est qu'il s'était produit une circonstance nouvelle, qu'il avait engagé à prolonger ses recherches. Or, tout ce qui était nouveau ne pouvait l'être qu'à l'avantage de Cyrus Smith. Pourquoi Nab n'était-il pas rentré, si un espoir quelconque ne le retenait pas? Peut-être avait-il trouvé quelque indice, une empreinte de pas, un reste d'épave qu'il avait mis sur la voie. Peut-être suivait-il en ce moment une piste certaine. Peut-être était-il près de son maître. Ainsi raisonnait le jeune garçon. Ainsi parla-t-il. Ses compagnons le laissèrent dire. Seul le reporter l'approuvait du geste, mais pour Pencroff, ce qui était probable, c'est que Nab avait poussé plus loin que la veille ses recherches sur le littoral et qu'il ne pouvait encore être de retour. Cependant, Harbert, très agité par de vagues pressentiments, manifesta plusieurs fois l'intention d'aller au-devant de Nab. Mais Pencroff lui fit comprendre que ce serait là une course inutile, que dans cette obscurité et par ce déplorable temps, il ne pourrait retrouver les traces de Nab et que mieux valait attendre. Si le lendemain Nab n'avait pas reparu, Pencroff n'hésiterait pas à se joindre à Harbert pour aller à la recherche de Nab. Gédéon Spilett approuva l'opinion du marin sur ce point qu'il ne fallait pas se diviser, et Harbert dut renoncer à son projet, mais 2 grosses larmes tombèrent de ses yeux. Le reporter ne put se retenir d'embrasser le généreux enfant. Le mauvais temps s'était absolument déclaré. Un coup de vent de sud-est passait sur la côte avec une violence sans égale. On entendait la mer, qui baissait alors, mugir contre la lisière des premières roches au large du littoral. La pluie, pulvérisée par l'ouragan, s'enlevait comme un brouillard liquide. On eût dit des haillons de vapeur qui traînaient sur la côte, dont les galets bruissaient violemment, comme des tombereaux de cailloux qui se vident. Le sable, soulevé par le vent, se mêlait aux averses et en rendait l'assaut insoutenable. Il y avait dans l'air autant de poussière minérale que de poussière aqueuse. Entre l'embouchure de la rivière et le pan de la muraille, de grands remous tourbillonnaient, et les couches d'air qui s'échappaient de ce maelstrom, ne trouvant d'autre issue que l'étroite vallée au fond de laquelle se soulevait le cours d'eau, s'y engouffraient avec une irrésistible violence. Aussi la fumée du foyer, repoussée par l'étroit boyau, se rabattait-elle fréquemment, emplissant les couloirs et les rendant inhabitables. C'est pourquoi, dès que les tétras furent cuits, Pencroff laissa tomber le feu et ne conserva plus que des braises enfouies sous les cendres. À 8 heures, Nab n'avait pas encore reparu. Mais on pouvait admettre, maintenant, que cet effroyable temps l'avait seul empêché de revenir, et qu'il avait dû chercher refuge dans quelque cavité pour attendre la fin de la tourmente, ou tout au moins le retour du jour. Quant à aller au-devant de lui, à tenter de le retrouver dans ces conditions, c'était impossible. Le gibier forma l'unique plat du souper. On mangea volontiers de cette viande qui était excellente. Pencroff et Harbert, dont une longue excursion avait surexcité l'appétit, dévorèrent. Puis, chacun se retira dans le coin où il avait déjà reposé la nuit précédente, et Harbert ne tarda pas à s'endormir près du marin, qui s'était étendu le long du foyer. Au dehors, avec la nuit qui s'avançait, la tempête prenait des proportions formidables. C'était un coup de vent comparable à celui qui avait emporté les prisonniers depuis Richmond jusqu'à cette terre du Pacifique. Tempêtes fréquentes pendant ces temps d'équinoxe, fécondes en catastrophes, terribles surtout sur ce large champ qui n'oppose aucun obstacle à leur fureur. On comprend donc qu'une côte ainsi exposée à l'est, c'est-à-dire directement au coup de l'ouragan, et frappée de plein fouet, fut battue avec une force dont aucune description ne peut donner l'idée. Très heureusement, l'entassement de roches qui formait les cheminées était solide. C'étaient d'énormes quartiers de granit, dont quelques-uns pourtant insuffisamment équilibrés, semblaient trembler sur leur base. Pencroff sentait cela,
et sous sa main, appuyée aux parois, couraient de rapides frémissements. Mais enfin il se répétait, et avec raison, qu'il n'y avait rien à craindre, et que sa retraite improvisée ne s'effondrerait pas. Toutefois, il entendait le bruit des pierres, détachées du sommet du plateau et arrachées par les remous du vent, qui tombaient sur la grève. Quelques-unes roulaient même à la partie supérieure des cheminées, où ils volaient en éclats quand elles étaient projetées perpendiculairement. 2 fois, le marin se releva et vint en rampant à l'orifice du couloir afin d'observer au dehors. Mais ces éboulements, peu considérables, ne constituaient aucun danger, et il reprit sa place devant le foyer dont les braises crépitaient sous la cendre. Malgré les fureurs de l'ouragan, le fracas de la tempête, le tonnerre de la tourmente, Harbert dormait profondément. Le sommeil finit même par s'emparer de Pencroff, que sa vie de marin avait habitué à toutes ces violences. Seul Gédéon Spilett était tenu éveillé par l'inquiétude. Il se reprochait de ne pas avoir accompagné Nab. On a vu que tout espoir ne l'avait pas abandonné. Les pressentiments qui avaient agité Harbert n'avaient pas cessé de l'agiter aussi. Sa pensée était concentrée sur Nab. Pourquoi Nab n'était-il pas revenu ? Il se retournait sur sa couche de sable, donnant à peine une vague attention à cette lutte des éléments. Parfois ses yeux, appesantis par la fatigue, se fermaient un instant, mais quelques rapides pensées les rouvraient presque aussitôt. Cependant, la nuit s'avançait, et il pouvait être 2 heures du matin quand Pencroff, profondément endormi alors, fut secoué vigoureusement. « Qu'est-ce » s'écria-t-il, en s'éveillant et en reprenant ses idées avec cette promptitude particulière aux gens de mer. Le reporter était penché sur lui et lui disait « Écoutez, Pencroff, écoutez !» Le marin prêta l'oreille et ne distingua aucun bruit étranger à celui des rafales. « C'est le vent, » dit-il. « Non, » répondit Gédéon Spilett, en écoutant de nouveau. « J'ai cru entendre. »« Quoi ?»« Les aboiements d'un chien. »« Un chien ?» s'écria Pencroff qui se releva d'un bond. « Oui, des aboiements. »« Ce n'est pas possible, » répondit le marin. « Et d'ailleurs, comment, avec les mugissements de la tempête ?»« Tenez, écoutez, » dit le reporter. Pencroff écouta plus attentivement, et il crut en effet, dans un instant d'accalmie, entendre des aboiements éloignés. « Eh bien ?» dit le reporter, en serrant la main du marin. « Oui, oui, » répondit Pencroff. « C'est Top, c'est Top !» s'écria Harbert, qui venait de s'éveiller, et tous trois s'élancèrent vers l'orifice des cheminées. Ils eurent une peine extrême à sortir, le vent les repoussait. Mais enfin ils y parvinrent, et ne purent se tenir debout qu'en s'accotant contre les roches. Ils regardèrent, ils ne pouvaient parler. L'obscurité était absolue. La mer, le ciel, la terre se confondaient dans une égale intensité des ténèbres. Il semblait qu'il n'y eût pas un atome de lumière diffuse dans l'atmosphère. Pendant quelques minutes, le reporter et ses 2 compagnons demeurèrent ainsi, comme écrasés par la rafale, trempés par la pluie, aveuglés par le sable. Puis ils entendirent encore une fois ces aboiements dans un répit de la tourmente, et ils reconnurent qu'ils devaient être assez éloignés. Ce ne pouvait être que Top qui aboyait ainsi. Mais était-il seul ou accompagné ? Il est plus probable qu'il était seul, car en admettant que Nab fût avec lui, Nab se serait dirigé en toute hâte vers les cheminées. Le marin pressa la main du reporter, dont il ne pouvait se faire entendre, et d'une façon qui signifiait « attendez ». Puis il rentra dans le couloir. Un instant après, il ressortait avec un fagot allumé, il le projetait dans les ténèbres, et il poussait des sifflements aigus. À ce signal, qui était comme attendu, on eût pu le croire, des aboiements plus rapprochés répondirent, et bientôt, un chien se précipita dans le couloir. Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett y rentrèrent à sa suite. Une brassée de bois sec fut jetée sur les charbons. Le couloir s'éclaira d'une vive flamme. « C'est Top !» s'écria Harbert. C'était Top, en effet, un magnifique anglo-normand qui tenait de ces 2 races croisées la vitesse des jambes et la finesse de l'odorat, les 2 qualités par excellence du chien courant. C'était le chien de l'ingénieur Cyrus Smith. Mais il était seul. Ni son maître, ni Nab ne l'accompagnaient. Cependant, comment son instinct avait-il pu le conduire jusqu'aux cheminées, qu'il ne connaissait pas ? Cela paraissait inexplicable, surtout au milieu de cette nuit noire et par une telle tempête. Mais, détail plus inexplicable encore, Top n'était ni fatigué ni épuisé, ni même souillé de vase ou de sable. Harbert l'avait attiré vers lui et lui pressait la tête entre ses mains. Le chien se laissait faire et frottait son cou sur les mains du jeune garçon. « Si le chien est retrouvé, le maître se retrouvera aussi, » dit le reporter. « Dieu le veuille,
répondit Harbert. Partons, Top nous guidera. Pencroff ne fit pas une objection. Il sentait bien que l'arrivée de Top pouvait donner un démenti à ses conjectures. En route, dit-il. Pencroff recouvrit avec soin les charbons du foyer. Il plaça quelques morceaux de bois sous les cendres de manière à retrouver du feu au retour. Puis, précédé du chien, qui semblait l'inviter à venir par de petits aboiements, et suivi du reporter et du jeune garçon, il s'élança au dehors après avoir pris les restes du souper. La tempête était alors dans toute sa violence, et peut-être même à son maximum d'intensité. La lune, nouvelle alors, et par conséquent en conjonction avec le soleil, ne laissait pas filtrer la moindre lueur à travers les nuages. Suivre une route rectiligne devenait difficile. Le mieux était de s'en rapporter à l'instinct de Top, ce qui fut fait. Le reporter et le jeune garçon marchaient derrière le chien, et le marin fermait la marche. Aucun échange de paroles n'eût été possible. La pluie ne tombait pas très abondamment, car elle se pulvérisait au souffle de l'ouragan, mais l'ouragan était terrible. Toutefois, une circonstance favorisa très heureusement le marin et ses deux compagnons. En effet, le vent chassait du sud-est et, par conséquent, il les poussait de dos. Ce sable qu'il projetait avec violence et qui n'eût pas été supportable, il le recevait par derrière, et à la condition de ne point se retourner, il ne pouvait en être incommodé de façon à gêner leur marche. En somme, ils allaient souvent plus vite qu'ils ne le voulaient, et précipitaient leurs pas afin de ne point être renversés, mais un immense espoir doublait leurs forces, et ce n'était plus à l'aventure cette fois qu'ils remontaient le rivage. Ils ne mettaient pas en doute que Nab n'eût retrouvé son maître, et qu'il ne leur eût envoyé le fidèle chien. Mais l'ingénieur était-il vivant, ou Nab ne mandait-il ses compagnons que pour rendre les derniers devoirs au cadavre de l'infortuné Smith? Après avoir dépassé le pan coupé de la haute terre dont ils s'étaient prudemment écartés, Harbert, le reporter et Pencroff s'arrêtèrent pour reprendre haleine. Le retour du rocher les abritait contre le vent, et ils respiraient après cette marche d'un quart d'heure qui avait été plutôt une course. À ce moment, ils pouvaient s'entendre, se répondre, et le jeune garçon ayant prononcé le nom de Cyrus Smith, Top aboya à petits coups, comme s'il eût voulu dire que son maître était sauvé. « Sauvé, n'est-ce pas » répétait Harbert. « Sauvé, Top » Et le chien aboyait comme pour répondre. La marche fut reprise. Il était environ 2h30 du matin. La mer commençait à monter, et poussée par le vent, cette marée, qui était une marée de syzygie, menaçait d'être forte. Les grandes lames tonnaient contre la lisière d'écueils, et elles l'assaillaient avec une telle violence que, très probablement, elle devait passer par-dessus l'îlot, absolument invisible alors. Cette longue digue ne couvrait donc plus la côte, qui était directement exposée au choc du large. Dès que le marin et ses compagnons se furent détachés du pan coupé, le vent les frappa de nouveau avec une extrême fureur. Courbés, tendant le dos à la rafale, ils marchaient très vite, suivant Top qui n'hésitait pas sur la direction à prendre. Ils remontaient au nord, ayant sur leur droite une interminable crête de lames qui déferlait avec un assourdissant fracas, et sur leur gauche une obscure contrée dont il était impossible de saisir l'aspect. Mais ils sentaient bien qu'elle devait être relativement plate, car l'ouragan passait maintenant au-dessus d'eux sans les prendre en retour, effet qui se produirait quand il frappait la muraille de granit. À 4 heures du matin, on pouvait estimer qu'une distance de 5 miles avait été franchie. Les nuages s'étaient légèrement relevés et ne traînaient plus sur le sol. La rafale, moins humide, se propageait en courants d'air très vifs, plus secs et plus froids. Insuffisamment protégés par leurs vêtements, Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett devaient souffrir cruellement, mais pas une plainte ne s'échappait de leurs lèvres. Ils étaient décidés à suivre Top jusqu'où l'intelligent animal voudrait les conduire. Vers 5 heures, le jour commença à se faire. Au zénith d'abord, où les vapeurs étaient moins épaisses, quelques nuances grisâtres découpèrent le bord des nuages, et bientôt sous une bande opaque, un trait plus lumineux dessina nettement l'horizon de mer. La crête des lames se piqua légèrement de lueur fauve, et l'écume se refit blanche. En même temps, sur la gauche, les parties accidentées du littoral commençaient à s'estomper confusément, mais ce n'était encore que du gris sur du noir. À 6 heures du matin, le jour était fait. Les nuages couraient avec une extrême rapidité dans une zone relativement haute. Le marin et ses compagnons étaient alors à 6 miles environ des cheminées. Ils suivaient une grève très plate, bordée au large par une lisière de roches dont les têtes seulement émergeaient alors, car on était au plein de la mer. Sur la gauche, la contrée qu'accidentaient quelques dunes hérissées de cardons offrait l'aspect assez sauvage d'une vaste région sablonneuse.
Le littoral était peu découpé et n'offrait d'autres barrières à l'océan qu'une chaîne assez irrégulière de monticules. Ça et là, un ou deux arbres grimacés, couchés vers l'ouest, les branches projetées dans cette direction. Bien en arrière, dans le sud-ouest, s'arrondissait la lisière de la dernière forêt. En ce moment, Top donna des signes non équivoques d'agitation. Il allait en avant, revenait au marin, et semblait l'engager à hâter le pas. Le chien avait alors quitté la grève, et, poussé par son admirable instinct, sans montrer une seule hésitation, il s'était engagé entre les dunes. On le suivit. Le pays paraissait être absolument désert. Pas un être vivant ne l'animait. La lisière des dunes, fort large, était composée de monticules et même de collines très capricieusement distribuées. C'était comme une petite Suisse de sable, et il ne fallait rien moins qu'un instinct prodigieux pour s'y reconnaître. 5 minutes après avoir quitté la grève, le reporter et ses compagnons arrivaient devant une sorte d'excavation creusée au revers d'une haute dune. Là, Top s'arrêta et jeta un aboiement clair. Spilett, Harbert et Pencroff pénétrèrent dans cette grotte. Nab était là, agenouillé près d'un corps étendu sur un lit d'herbe. Ce corps était celui de l'ingénieur Cyrus Smith. Chapitre 8. Nab ne bougea pas. Le marin ne lui jeta qu'un mot. « Vivant » s'écria-t-il. Nab ne répondit pas. Gédéon Spilett et Pencroff devinrent pâles. Harbert joignit les mains et demeura immobile. Mais il était évident que le pauvre nègre, absorbé dans sa douleur, n'avait ni vu ses compagnons ni entendu les paroles du marin. Le reporter s'agenouilla près de ce corps sans mouvement et posa son oreille sur la poitrine de l'ingénieur, dont il entr'ouvrit les vêtements. 1 minute, un siècle s'écoula, pendant qu'il cherchait à surprendre quelques battements du cœur. Nab s'était redressé un peu et regardait sans voir. Le désespoir n'eût pu altérer davantage un visage d'homme. Nab était méconnaissable, épuisé par la fatigue, brisé par la douleur. Il croyait son maître mort. Gédéon Spilett, après une longue et attentive observation, se releva. « Il vit, dit-il. » Pencroff, à son tour, se mit à genoux près de Cyrus Smith. Son oreille saisit aussi quelques battements, et ses lèvres quelques souffles qui s'échappaient des lèvres de l'ingénieur. Harbert, sur un mot du reporter, s'élança au dehors pour chercher de l'eau. Il trouva à 100 pas de là un ruisseau limpide, évidemment très grossi par les pluies de la veille, et qui filtrait à travers le sable. Mais rien pour mettre cette eau, pas une coquille dans ces dunes. Le jeune garçon dut se contenter de tremper son mouchoir dans le ruisseau, et il revint en courant vers la grotte. Heureusement, ce mouchoir imbibé suffit à Gédéon Spilett qui ne voulait qu'humecter les lèvres de l'ingénieur. Ces molécules d'eau fraîche produisirent un effet presque immédiat. Un soupir s'échappa de la poitrine de Cyrus Smith, et il sembla même qu'il essayait de prononcer quelques paroles. « Nous le sauverons !» dit le reporter. Nab avait repris espoir à ces paroles. Il déshabilla son maître afin de voir si le corps ne présentait pas quelque blessure. Ni la tête, ni le torse, ni les membres n'avaient de contusion, pas même d'écorchure, chose surprenante, puisque le corps de Cyrus Smith avait dû être roulé au milieu des roches. Les mains elles-mêmes étaient intactes, et il était difficile d'expliquer comment l'ingénieur ne portait aucune trace des efforts qu'il avait dû faire pour franchir la ligne d'écueil. Mais l'explication de cette circonstance viendrait plus tard. Quand Cyrus Smith pourrait parler, il dirait ce qui s'était passé. Pour le moment, il s'agissait de le rappeler à la vie, et il était probable que des frictions amèneraient ce résultat. C'est ce qui fut fait avec la vareuse du marin. L'ingénieur, réchauffé par ce rude massage, remua légèrement les bras, et sa respiration commença à se rétablir d'une façon plus régulière. Il mourait d'épuisement, et certes, sans l'arrivée du reporter et de ses compagnons, c'en était fait de Cyrus Smith. « Vous l'avez donc cru mort, votre maître » demanda le marin à Nab. « Oui, mort, » répondit Nab. « Et si Top ne vous eût pas trouvé, si vous n'étiez pas venu, j'aurais enterré mon maître et je serais mort près de lui. » On voit à quoi avait tenu la vie de Cyrus Smith. Nab raconta alors ce qui s'était passé. La veille, après avoir quitté les cheminées des Lobes, il avait remonté la côte dans la direction du nord et atteint la partie du littoral qu'il avait déjà visitée. Là, sans aucun espoir, il l'avouait, Nab avait cherché sur le rivage, au milieu des roches sur le sable, les plus légers indices qui pussent le guider. Il avait examiné surtout la partie de la grève que la haute mer ne recouvrait pas, car sur sa lisière, le flux et le reflux devaient avoir effacé tout indice.
Nab n'espérait plus retrouver son maître vivant. C'était à la découverte d'un cadavre qu'il allait ainsi, un cadavre qu'il voulait ensevelir de ses propres mains. Nab avait cherché longtemps. Ses efforts demeurèrent infructueux. Il ne semblait pas que cette côte déserte eût jamais été fréquentée par un être humain. Les coquillages, ceux que la mer ne pouvait atteindre, et qui se rencontraient par millions au-delà du relais des marées, étaient intacts. Pas une coquille écrasée. Sur un espace de 2 à 300 yards, il n'existait pas trace d'un atterrissage, ni ancien ni récent. Nab s'était donc décidé à remonter la côte pendant quelques miles. Il se pouvait que les courants eussent porté un corps sur quelques points plus éloignés. Lorsqu'un cadavre flotte à peu de distance d'un rivage plat, il est bien rare que le flot ne l'y rejette pas tôt ou tard. Nab le savait, et il voulait revoir son maître une dernière fois. Je longeais la côte pendant 2 miles encore. Je visitais toute la ligne des écueils à mer basse, toute la grève à mer haute, et je désespérais de ne rien trouver. De rien trouver, quand hier, vers 5 heures du soir, je remarquai sur le sable des empreintes de pas. « Des empreintes de pas ?» s'écria Pencroff. « Oui, » répondit Nab. « Et ces empreintes commençaient aux écueils même ?» demanda le reporter. « Non, » répondit Nab. « Au relais de marée seulement, car entre les relais et les récifs, les autres avaient dû être effacés. »« Continue, Nab, » dit Gédéon Spilett. Quand je vis ces empreintes, je devins comme fou. Elles étaient très reconnaissables et se dirigeaient vers les dunes. Je les suivis pendant un quart de mille, courant, mais prenant garde de les effacer. 5 minutes après, comme la nuit se faisait, j'entendis les aboiements d'un chien. C'était Top, et Top me conduisit ici même, près de mon maître. Nab acheva son récit en disant quelle avait été sa douleur en retrouvant ce corps inanimé. Il avait essayé de surprendre en lui quelques restes de vie. Maintenant qu'il l'avait retrouvé mort, il le voulait vivant. Tous ses efforts avaient été inutiles. Il n'avait plus qu'à rendre les derniers devoirs à celui qui l'aimait tant. Nab avait alors songé à ses compagnons. Ceux-ci voudraient sans doute revoir une dernière fois l'infortuné. Top était là. Ne pouvait-il s'en rapporter à la sagacité de ce fidèle animal ? Nab prononça à plusieurs reprises le nom du reporter, celui des compagnons de l'ingénieur que Top connaissait le plus. Puis, il lui montra le sud de la côte, et le chien s'élança dans la direction qui lui était indiquée. On sait comment, guidé par un instinct que l'on peut regarder presque comme surnaturel, car l'animal n'avait jamais été aux cheminées, Top y arriva cependant. Les compagnons de Nab avaient écouté ce récit avec une extrême attention. Il y avait pour eux quelque chose d'inexplicable à ce que Cyrus Smith, après les efforts qu'il avait dû faire pour échapper au flot, en traversant les récifs, n'eût pas trace d'une égratignure. Et ce qui ne s'expliquait pas davantage, c'était que l'ingénieur eût pu gagner, à plus d'1 mille de la côte, cette grotte perdue au milieu des dunes. « Ainsi, Nab, dit le reporter, ce n'est pas toi qui as transporté ton maître jusqu'à cette place. »« Non, ce n'est pas moi, » répondit Nab. « Il est bien évident que Mr. Smith y est venu seul, » dit Pencroff. « C'est évident, en effet, » fit observer Gédéon Spilett, « mais ce n'est pas croyable. » On ne pourrait avoir l'explication de ce fait que de la bouche de l'ingénieur. Il fallait pour cela attendre que la parole lui fût revenue. Heureusement, la vie reprenait déjà son cours. Les frictions avaient rétabli la circulation du sang. Cyrus Smith remua de nouveau les bras, puis la tête, et quelques mots incompréhensibles s'échappèrent encore une fois de ses lèvres. Nab, penché sur lui, l'appelait, mais l'ingénieur ne semblait pas entendre, et ses yeux étaient toujours fermés. La vie ne se révélait en lui que par le mouvement. Les sens n'y avaient encore aucune part. Pencroff regretta bien de n'avoir pas de feu, ni de quoi s'en procurer, car il avait malheureusement oublié d'emporter le linge brûlé qui l'eût facilement enflammé au choc de 2 cailloux. Quant aux poches de l'ingénieur, elles étaient absolument vides, sauf celle de son gilet qui contenait sa montre. Il fallait donc transporter Cyrus Smith aux cheminées, et le plus tôt possible. Ce fut l'avis de tous. Cependant, les soins qui furent prodigués à l'ingénieur devaient lui rendre la connaissance plus vite qu'on ne pouvait l'espérer. L'eau dont on humectait ses lèvres le ranimait peu à peu. Pencroff eut aussi l'idée de mêler à cette eau du jus de cette chair de tétras qu'il avait apportée. Harbert, ayant couru jusqu'au rivage, en revint avec 2 grandes coquilles de bivalve. Le marin composa une sorte de mixture et l'introduisit entre les lèvres de l'ingénieur, qui parut humer avidement ce mélange. Ses yeux s'ouvrirent alors. Nab et le reporter s'étaient penchés sur lui. « Mon maître ! Mon maître !» s'écria Nab. L'ingénieur l'entendit.
Il reconnut Nab et Spilett, puis ses deux autres compagnons, Harbert et le marin, et sa main pressa légèrement les leurs. Quelques mots s'échappèrent encore de sa bouche, mots qu'il avait déjà prononcés sans doute, et qui indiquaient quelle pensée tourmentait, même alors son esprit. Ces mots furent compris cette fois. « Île ou continent ?» murmura-t-il. « Ah !» s'écria Pencroff, qui ne put retenir cette exclamation. « De par tous les diables, nous nous en moquons bien, pourvu que vous viviez, monsieur Cyrus. Île ou continent, on verra plus tard. » L'ingénieur fit un léger signe affirmatif et parut s'endormir. On respecta ce sommeil, et le reporter prit immédiatement ses dispositions pour que l'ingénieur fût transporté dans les meilleures conditions. Nab, Harbert et Pencroff quittèrent la grotte et se dirigèrent vers une haute dune couronnée de quelques arbres rachitiques. Et, chemin faisant, le marin ne pouvait se retenir de répéter « Île ou continent, songez à cela quand on n'a plus que le souffle. Quel homme !» Arrivés au sommet de la dune, Pencroff et ses deux compagnons, sans autres outils que leurs bras, dépouillèrent de ses principales branches un arbre assez malingre, sorte de pin maritime émacié par les vents. Puis, de ces branches, on fit une litière qui, une fois recouverte de feuilles et d'herbes, permettrait de transporter l'ingénieur. Ce fut l'affaire de 40 minutes environ, et il était 10 heures quand le marin, Nab et Harbert revinrent auprès de Cyrus Smith que Gédéon Spilett n'avait pas quitté. L'ingénieur se réveillait alors de ce sommeil, ou plutôt de cet assoupissement dans lequel on l'avait trouvé. La coloration revenait à ses joues, qui avaient eu jusqu'ici la pâleur de la mort. Il se releva un peu, regarda autour de lui, et sembla demander où il se trouvait. « Pouvez-vous m'entendre sans vous fatiguer, Cyrus ?» dit le reporter. « Oui, » répondit l'ingénieur. « M'est avis, dit alors le marin, que Mr. Smith vous entendra encore mieux s'il revient à cette gelée de tétra. Car c'est du tétra, monsieur Cyrus, ajouta-t-il, en lui présentant quelque peu de cette gelée, à laquelle il mêla cette fois des parcelles de chair. Cyrus Smith mâcha ces morceaux du tétra, dont les restes furent partagés entre ses trois compagnons qui souffraient de la faim et trouvèrent le déjeuner assez maigre. « Bon, » fit le marin, « les victuailles nous attendent aux cheminées. Car il est bon que vous le sachiez, monsieur Cyrus, nous avons là-bas dans le sud une maison avec chambre, lits et foyer, et dans l'office quelques douzaines d'oiseaux que notre Harbert appelle des couroucous. Votre litière est prête, et dès que vous vous en sentirez la force, nous vous transporterons à notre demeure. » « Merci, mon ami, » répondit l'ingénieur. « Encore 1 heure ou 2, et nous pourrons partir. »« Et maintenant, parlez, Spilett. » Le reporter fit alors le récit de ce qui s'était passé. Il raconta ces événements que devait ignorer Cyrus Smith, la dernière chute du ballon, l'atterrissage sur cette terre inconnue qui semblait déserte, quelle qu'elle fût, soit une île, soit un continent, la découverte des cheminées, les recherches entreprises pour retrouver l'ingénieur, le dévouement de Nab, tout ce qu'on devait à l'intelligence du fidèle Top, etc. « Mais, demanda Cyrus Smith d'une voix encore affaiblie, vous ne m'avez donc pas ramassé sur la grève ? » « Non, répondit le reporter. « Et ce n'est pas vous qui m'avez rapporté dans cette grotte ? » ?»« Non. »« À quelle distance cette grotte est-elle donc des récifs ? » ?»« À un demi-mille environ, répondit Pencroff. « Et si vous êtes étonné, monsieur Cyrus, nous ne sommes pas moins surpris nous-mêmes de vous voir en cet endroit. » « En effet, répondit l'ingénieur, qui se ranimait peu à peu et prenait intérêt à ces détails. « En effet, voilà qui est singulier. »« Mais, reprit le marin, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après que vous avez été emporté par le coup de mer ?» Cyrus Smith rappela ses souvenirs. Il savait peu de choses. Le coup de mer l'avait arraché du filet de l'aérostat. Il s'enfonça d'abord à quelques brasses de profondeur. Revenu à la surface de la mer, dans cette demi-obscurité, il sentit un être vivant s'agiter près de lui. C'était Top, qui s'était précipité à son secours. En levant les yeux, il n'aperçut plus le ballon qui, délesté de son poids et de celui du chien, était reparti comme une flèche. Il se vit au milieu de ces flots courroucés, à une distance de la côte qui ne devait pas être inférieure à un demi-mille. Il tenta de lutter contre les lames en nageant avec vigueur. Top le soutenait par ses vêtements, mais un courant de foudre le saisit, le poussa vers le nord et, après une demi-heure d'effort, il coula, entraînant Top avec lui dans l'abîme. Depuis ce moment jusqu'au moment où il venait de se retrouver dans les bras de ses amis, il n'avait plus souvenir de rien. « Cependant, reprit Pencroff, il faut que vous ayez été lancé sur le rivage,
et que vous ayez eu la force de marcher jusqu'ici puisque Nab a retrouvé les empreintes de vos pas. Oui, il le faut, répondit l'ingénieur en réfléchissant. Et vous n'avez pas vu trace d'être humain sur cette côte? Pas trace, répondit le reporter. D'ailleurs, si par hasard quelques sauveurs se furent rencontrés là, juste à point, pourquoi vous aurait-il abandonné après vous avoir arraché au flot? Vous avez raison, mon cher Spilett. Dis-moi, Nab, ajouta l'ingénieur en se tournant vers son serviteur. Ce n'est pas toi qui... Tu n'aurais pas eu un moment d'absence, pendant lequel... Non, c'est absurde. Est-ce qu'il existe encore quelques-unes de ces empreintes? Demanda Cyrus Smith. Oui, mon maître, répondit Nab. Tenez, à l'entrée, sur le revers même de cette dune, dans un endroit abrité du vent et de la pluie. Les autres ont été effacés par la tempête. Pencroff, répondit Cyrus Smith, voulez-vous prendre mes souliers et voir s'ils s'appliquent absolument à ces empreintes? Le marin fit ce que demandait l'ingénieur. Harbert et lui, guidés par Nab, allèrent à l'endroit où se trouvaient les empreintes, pendant que Cyrus Smith disait au reporter « Il s'est passé là des choses inexplicables. » Inexplicables, en effet, répondit Gédéon Spilett. Mais n'y insistons pas en ce moment, mon cher Spilett. Nous en causerons plus tard. Un instant après, le marin, Nab et Harbert rentraient. Il n'y avait pas de doute possible. Les souliers de l'ingénieur s'appliquaient exactement aux empreintes conservées. Donc, c'était Cyrus Smith qui les avait laissés sur le sable. « Allons, dit-il. C'est moi qui aurais éprouvé cette hallucination, cette absence que je mettais au compte de Nab. J'aurais marché comme un somnambule, sans avoir conscience de mes pas, et c'est Top qui, dans son instinct, m'aura conduit ici, après m'avoir arraché des flots. Viens, Top, viens, mon chien. » Le magnifique animal bondit jusqu'à son maître en aboyant, et les caresses ne lui furent pas épargnées. On conviendra qu'il n'y avait pas d'autre explication à donner aux faits qui avaient amené le sauvetage de Cyrus Smith, et qu'à Top revenait tout l'honneur de l'affaire. Vers midi, Pencroff ayant demandé à Cyrus Smith si l'on pouvait le transporter, Cyrus Smith, pour toute réponse et par un effort qui attestait la volonté la plus énergique, se leva. Mais il dut s'appuyer sur le marin, car il serait tombé. « Bon, fit Pencroff. La litière de monsieur l'ingénieur. » La litière fut apportée. Les branches transversales avaient été recouvertes de mousse et de longues herbes. On y étendit Cyrus Smith et l'on se dirigea vers la côte. Pencroff à une extrémité des brancards, Nab à l'autre. C'était 8 miles à franchir, mais comme on ne pourrait aller vite et qu'il faudrait peut-être s'arrêter fréquemment, il fallait compter sur un laps de 6 heures au moins avant d'avoir atteint les cheminées. Le vent était toujours violent, mais heureusement il ne pleuvait plus. Tout couché qu'il fût, l'ingénieur, accoudé sur son bras, observait la côte, surtout dans la partie opposée à la mer. Il ne parlait pas, mais il regardait, et certainement le dessin de cette contrée avec ses accidents de terrain, ses forêts, ses productions diverses, se grava dans son esprit. Cependant, après 2 heures de route, la fatigue l'emporta, et il s'endormit sur la litière. À 5h30, la petite troupe arrivait au pan coupé, et un peu après devant les cheminées. Tous s'arrêtèrent et la litière fut déposée sur le sable. Cyrus Smith dormait profondément et ne se réveilla pas. Pencroff, à son extrême surprise, put alors constater que l'effroyable tempête de la veille avait modifié l'aspect des lieux. Des éboulements assez importants s'étaient produits. De gros quartiers de roches gisaient sur la grève et un épais tapis d'herbes marines, varechs et algues couvrait tout le rivage. Il était évident que la mer, passant par-dessus l'îlot, s'était portée jusqu'au pied de l'énorme courtine de granit. Devant l'orifice des cheminées, le sol, profondément raviné, avait subi un violent assaut des lames. Pencroff eut comme un pressentiment qui lui traversa l'esprit. Il se précipita dans le couloir. Presque aussitôt, il en sortait et demeurait immobile, regardant ses compagnons. Le feu était éteint. Les cendres noyées n'étaient plus que vases. Le linge brûlé qui devait servir d'amadou avait disparu. La mer avait pénétré jusqu'au fond des couloirs et tout bouleversé, tout détruit à l'intérieur des cheminées. Et c'est la fin du chapitre 8. Ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live. Et du coup, merci d'être passé, Charline.
J'espère que la lecture t'aura été agréable à la rediffusion du coup, parce que j'imagine que tu vas regarder la rediffusion te connaissant. Bonsoir Athanase, si tu es toujours parmi nous. Nous sommes arrivés au bout et je vous avoue que cette lecture, je pense, va s'inscrire parmi les lectures les plus éprouvantes de ma chaîne. Parce que c'est quand même un gros bébé et je me dis, l'histoire est intéressante, je suis assez captivé par le récit, mais j'ai vraiment peur de me lasser, je vous avoue. J'ai vraiment peur de me lasser, j'ai vraiment peur de m'ennuyer au bout d'un moment. Alors après, ce qui est très cool, ce qui est très cool dans ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a déjà des rebondissements qui vont un peu à l'encontre de ce que j'avais dit, à l'encontre justement des éléments que j'avais ciblés qui me semblaient un peu étranges ou qui auraient pu m'ennuyer si ça continuait sur cette lancée-là. À savoir, je disais que je trouvais que c'était peut-être un peu trop facile, entre guillemets, le fait qu'ils connaissent tout et qu'ils sachent faire un peu tout, etc. Là, il leur arrive des imprévus. Donc déjà, là, il leur arrive que la mer a bousillé leur camp, etc., a bousillé leur feu. Donc ça, déjà, je trouve ça très cool, parce que ça fait un peu une leçon au personnage, en plus. Ça fait un peu, bah voilà, vous pensiez que vous alliez vous en sortir à peu près facilement. Bah non, la nature, elle vous réserve encore des surprises, vous ne savez pas tout. Donc ça, je trouve ça très cool, qu'il y ait ce genre de rebondissement. Je trouve que ça relance le récit de manière très intéressante, du coup. Et aussi, la deuxième chose que j'avais soulevée jusqu'à présent, que je vous avais dit, c'était un peu le côté, leçon et le côté étalage de connaissances, qui est intéressant, mais qui ne suffit pas pour moi à faire une bonne histoire, on va dire. Et là, je trouve que l'émotionnel a repris de la place, parce que les 2 chapitres que je viens de vous lire étaient quasiment uniquement sur l'émotionnel pour le coup, et donc faisaient vraiment évoluer le récit, évoluer les personnages, développer les personnages. Et nous vient quelques interrogations, ce qui est très cool, parce que, est-ce que comme moi, vous sentez à quel point Pencroff, qui a bougé d'endroit, l'explication qu'ils en donnent, c'est pas ça? Si ça se trouve, je me trompe, hein. Je me trompe peut-être, parce que, comme par hasard, il a eu l'idée de vérifier avec ses propres souliers, etc., si les traces de pas correspondaient. Et comme par hasard, ça correspond exactement, nous dit la narration, mais je pense que c'est une fausse piste. Et je pense que clairement, il y a quelque chose qui est en train d'être instauré ici, euh, et que plus loin dans l'histoire, on va se rendre compte que c'était pas du tout Cyrus Smith qui s'est déplacé à cet endroit tout seul, mais qu'il y a été déplacé. Et s'il y a été déplacé, personnellement, je ne pense pas non plus que ce soit par Nab. Je pense que ça serait par des habitants potentiels de l'île. Et ça, ça risque d'être intéressant, très intéressant. Je vous avoue que je ne connais pas l'histoire de l'île mystérieuse pour le coup. Parfois, je fais des lectures avec vous que j'ai déjà lues. Parfois, je fais des lectures avec vous que j'ai jamais lues, mais dont je connais grosso modo l'histoire. L'île mystérieuse, à part que ça se passe sur une île en mode naufragé et que du coup c'est un peu à la mode Robinson, je ne sais pas quel est le contenu de l'histoire, je ne sais pas quel est le développement du récit, le développement des personnages, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir à quelle sauce on va être mangé, et j'ai vraiment hâte de voir si l'île mystérieuse va peut-être frôler même, peut-être, avec un côté un peu... j'allais dire ésotérique, mais le terme est peut-être fort, mais en tout cas, est-ce que l'île mystérieuse porte bien son nom, justement? Est-ce qu'il y aura vraiment un côté mystère? Est-ce qu'il y aura vraiment un moment, un côté étrange un peu? En mode, ah, c'est bizarre, il se passe des choses sur l'île qui ne devraient pas arriver. Et du coup,
Est-ce qu'ils vont avoir des théories farfelues? Est-ce qu'ils vont sombrer dans une folie après être restés sur l'île pendant je ne sais combien de temps? Ou bien est-ce que ils vont tout simplement réussir à entrer en contact avec une population locale, mais qui se cache et qui a peut-être ses propres intérêts, etc. Enfin bon, bref. Il y a des tas de possibilités. Et toutes ces possibilités, ma foi, peuvent être fort intéressantes. Donc je suis giga hypé par la suite. Giga hypé par la suite. Maintenant que notre équipe, on va dire, est au grand complet, je pense que l'histoire va pouvoir se développer, se, s'ouvrir un peu plus. S'ouvrir un peu plus à de nouvelles choses. Ça va être intéressant. Là, on a un peu une longue mise en place, une longue introduction. On a un peu la situation initiale qui est, voilà, qui est posée. Maintenant, j'ai hâte de voir les péripéties, quoi. Ouais, franchement, c'est sympa. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que je peux pas dire l'inverse. Oui, Jules Verne, c'est très sympathique, c'est très cool à lire et c'est plutôt fluide à suivre, etc. Ça se lit bien, je trouve. C'est agréable comme lecture. Maintenant, c'est vrai que, voilà, la largeur, la hauteur de ce livre me fait peur. Ah bon. D'ailleurs, excusez-moi ce soir, la fois dernière, je trouvais que j'avais lu vraiment pas mal, sans me jeter sans me jeter des fleurs. Là, j'ai eu un peu plus de difficultés cette fois-ci, je vous avoue. Donc, j'espère que c'est resté quand même compréhensible et agréable à vos oreilles. Et puis, j'espère que je serai un peu plus efficace sur les lectures à venir. J'ai envie de vous montrer une illustration quand même. J'ai envie de vous montrer une illustration parce que j'ai une belle édition avec des tas de jolies illustrations de Didier Graffé. Mais en même temps, j'ai pas envie de vous les montrer tous parce que en termes de droit, bon, j'ai pas vraiment le droit d'utiliser ces illustrations. Après, en vous en montrant une comme ça, c'est presque de la citation, j'ai envie de dire. C'est pour vous montrer un aperçu de ce que ça peut donner. Mais à la fois, j'ai pas envie de vous montrer des illustrations où on verrait trop bien les personnages. Parce que si je vous montre des illustrations où on voit trop bien les personnages, ça vous donne une version à laquelle vous rattachez. Et je pense que je préfère vous laisser loisir de vous imaginer les personnages de la manière dont vous le désirez. Du coup, je pense que je vais vous montrer cette illustration qui est assez sombre. J'espère que vous allez voir quelque chose. Mais bon, on voit pas trop les personnages. C'est donc une illustration de Top, le chien, qui court sous l'orage, suivi par Pencroff, Pilot et Harbert, qui sortent du couloir où ils avaient fait leur feu, quoi. Donc, qui sortent des cheminées sous la pluie battante. Hop, est-ce que vous allez voir ça bien? Si je le penche comme ça vers la lumière, ça va pas mal, non? Bon, il y a un petit reflet lumineux et c'est pas évident pour moi de vous montrer l'image de plus près à cause du micro, désolé. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu. Les illustrations sont vraiment très sympathiques quand même, hein. C'est quand même du bel œuvre. Hop. C'était l'un des points faibles de Jules Verne, c'est qu'il écrivait des histoires trop longues. Ah! Ah, tu trouves que c'est l'un de ses points faibles? Ok, intéressant. J'avoue que je sais pas, j'ai pas beaucoup consommé au final de Jules Verne à part Voyage au bout de la Terre qui, pour le coup, Voyage au bout de la Terre était relativement court, enfin relativement dans des tailles standards, je vais dire. Hmm. J'avoue que je ne sais pas après pour le reste. En même temps, c'est vrai que le mec a été quand même productif, quoi. Le mec a été productif, le mec a écrit tellement de bouquins. Donc, ouais, ça m'étonne pas qu'il ait pas de difficulté à faire des longs ouvrages quand on voit déjà le nombre d'ouvrages qu'il a fait, quoi. Oui, Les Enfants du Capitaine Grant, c'est hyper long, plus long que celui-ci. Oi, 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 oi. Ah ouais.
Bon, il faut une certaine dose de courage quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que pourtant j'adore la lecture, quoi. Enfin, je veux dire, j'en ai lu des choses et j'en ai lu beaucoup. Enfin, beaucoup. Je me considère même pas forcément un grand lecteur, mais j'ai quand même lu pas mal de romans, de nouvelles, de mangas, de comics, de ce que vous voulez. Et pourtant, même en ayant cet amour de la littérature, on va dire, c'est vrai que psychologiquement, quand je vois un bouquin qui est énorme, ça me donne pas envie de m'y plonger, quoi. Donc je sais pas si c'est un obstacle psychologique que beaucoup d'entre vous rencontrent, mais c'est vrai que je trouve ça difficile d'embarquer pour une histoire très longue, quoi. Alors comme je le disais la dernière fois, pour certaines œuvres, ça me dérange pas au fur et à mesure de la lecture, parce qu'au fur et à mesure de la lecture, je trouve l'histoire incroyable et j'arrive à accrocher et j'arrive à poursuivre sans problème. Mais c'est vrai que pour se lancer, je trouve ça un peu démotivant, ouais. Enfin bon. Sur ce, je vais vous laisser pour ce soir, les amis, parce que je suis assez fatigué. Heu, Demain, il y aura pas de live et dimanche, il y aura certainement un live, je pense. Dimanche après-midi, certainement la suite des aventures du Pyro-Barbare et de Billy dans le sable, des cornes la corne des sables d'ivoire. Voilà. Écrit par Bob Lennon. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dimanche si vous voulez jouer avec moi à ce livre dont on est le héros, dont on est le Billy. Et comme ça, on pourra prendre les décisions ensemble sur quelle sera la suite de notre voyage, quelle sera la suite, quelles seront tout simplement les décisions prises par notre héros. Ça va être fun. Donc ça sera dimanche après-midi. Je pense qu'il y a de grandes chances que je le fasse. Dimanche soir, je ferai une veillée sur Discord très certainement. De 21h à minuit, je serai disponible en vocal. Et puis, on est bon, je crois, hein, pour cette semaine, ça sera tout. Il est possible que je fasse un live sur un crowdfunding auquel j'ai participé, qui se termine bientôt. J'aurais bien aimé le faire avant que le crowdfunding se termine, parce que bah autant en faire un peu la promotion, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé le temps ou la motive. Donc c'est un jeu de cartes Altered auquel je voulais jouer avec vous, parce que on peut grosso modo tester le jeu sur Board Game Arena. Donc ouais, j'aurais bien aimé vous montrer un peu à quoi ça ressemblait et faire une soirée comme ça, ou une après-midi à jouer à Altered. Je le ferai peut-être si je trouve le temps et la motive dans la semaine qui arrive. Mais ouais, je vous tiens au courant sur les réseaux anyway. Et merci à toi, Lucie, merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Vous êtes pas mal à être passés, donc je vais pas tous vous citer, de peur d'en oublier, mais merci beaucoup, c'était très gentil. Si vous m'avez suivi sur YouTube, comme d'habitude, laissez un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se dit un mardi, 21h, pour la suite de la lecture de L'île mystérieuse écrit par Jules Verne. Bye bye, bon samedi dimanche et bonnes vacances à ceux qui en ont. Tchou!